Merci à tous d'être venus pour cette conférence qui va être présentée par Clément Caudron, qui est un promo 2010 et qui va un peu parler de notre place dans la société, est-ce que ça a encore un sens, les enjeux actuels auxquels on fait face. Donc merci à toi Clément de nous avoir contactés il y a 2 mois pour venir faire une conférence. Merci à tous d'être venus et merci à la Calbas de retransmettre cette conférence. Bonsoir tout le monde. Merci déjà à Lucas et à toute l'équipe pour l'organisation de cet événement, pour cette invitation. Je suis très content d'être là, je suis un peu ému d'être de retour dans cet amphi 12 ans après et d'être devant vous et non pas sur ces bancs. Donc moi je suis promo 2010 comme Lucas l'a aimablement rappelé pour insister sur mon grand âge. Et donc voilà, moi je travaille dans l'industrie chez Safran depuis 10 ans. Et parallèlement à ça, j'écris des essais, je fais des conférences sur différents sujets politiques, économiques et donc là écologiques. Et donc je vais vous parler essentiellement de mon dernier bouquin qui s'appelle « Il est urgent de ralentir, manifeste pour une écologie rationnelle et émancipatrice », tout un programme. Donc justement, le programme du jour, du soir plus exactement, ça va être le suivant. Déjà, on va commencer par le constat. J'imagine que si vous êtes là, vous savez un minimum de quoi il s'agit, mais voilà. Planter le décor de la crise écologique dans toute sa diversité, sa complexité. L'idée, c'est d'aller rapidement se poser des questions sur les solutions, en partant d'un petit formalisme qui permet de faire ça, qui s'appelle l'équation de Kaya, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui met en évidence 4 grands degrés de liberté par lesquels on peut agir sur la situation écologique. Et donc on va explorer l'un après l'autre ces 4 degrés de liberté. Et puis ensuite on se posera la question du niveau d'action, c'est-à-dire est-ce que c'est plus pertinent d'agir au niveau individuel, au niveau national, au niveau global. On essaiera. Donc là c'est des questions évidemment un petit peu moins scientifiques et techniques, mais un peu plus politiques et économiques. Donc ça sera la dernière partie. Donc le constat pour démarrer. Donc si j'essaye de résumer la crise écologique qu'on a face à nous, on a 2 grandes catégories de problèmes, que sont les problèmes de pollution et les problèmes de déplétion, et qui sont vraiment des catégories de problèmes indépendantes d'un point de vue logique. On peut avoir l'une sans l'autre. La première catégorie de problèmes, c'est les problèmes de pollution, c'est-à-dire que l'activité économique, elle ne génère pas uniquement les biens et services qu'on veut produire volontairement, mais elle génère aussi involontairement des pollutions qui vont dégrader l'environnement. Là-dedans, on peut mettre plein de choses. On peut mettre des pollutions qui sont locales, c'est-à-dire qu'elles vont être émises à proximité du lieu de production. Donc là, ça va être par exemple la pollution de l'air, que vous avez par exemple dans les villes asiatiques, c'est un petit peu voilà, le stéréotype. Faut avoir l'ampleur de ce problème en tête, hein. La pollution de l'air, c'est 7 millions de morts par an, donc on part de quelque chose qui est massif. Ça, c'est un problème de pollution locale. Vous avez aussi la pollution de l'eau, par exemple la pollution plastique, dans les cours d'eau, dans les océans. Ça, c'est un problème de pollution locale aussi. Voilà, quand on dit que dans les décennies à venir, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans, on a là aussi une idée de l'ampleur du problème. La pollution des sols, par exemple par les pesticides, c'est encore un problème de pollution locale. Ça, c'est des pollutions locales. Toujours dans les pollutions, vous avez aussi les problèmes de pollution globale. Et là-dedans, je vais mettre typiquement le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on émet des gaz à effet de serre, qui sont des polluants. Ils vont se diluer un peu partout dans l'atmosphère et ils vont réchauffer le climat globalement. C'est-à-dire qu'une usine qui est à Paris ne va pas réchauffer le climat qu'à Paris, mais va réchauffer le climat globalement. L'acidification des océans, je ne détaille pas, mais ça rentre aussi là-dedans. Ça, c'est la première catégorie de problèmes. La deuxième catégorie de problèmes, qui n'a rien à voir dans le principe, c'est les problèmes d'épuisement de ressources. On parle des fois de déplétion. Donc là, c'est le fait que certaines ressources sont disponibles en quantité finie, et donc si vous tapez dedans de manière croissante année après année, ou même de manière constante, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. L'exemple le plus critique, c'est les stocks qui sont présents sous terre, qui sont non renouvelables. Donc je pense typiquement aux énergies fossiles, mais aussi aux métaux, mais aussi à l'uranium. Ça, on en a une quantité donnée, une fois pour toutes, qui ne se renouvelle pas, ou très lentement, à l'échelle de plusieurs millions d'années pour le fossile. Donc c'est comme si ça ne se renouvelait pas à notre échelle. Et donc ça, si on tape dedans, même de manière constante, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Vous avez une deuxième catégorie de ressources
qui sont les stocks qui se renouvellent. Donc là, c'est typiquement le vivant. Les forêts repoussent, les stocks de poissons. On peut pêcher des poissons, mais les poissons se reproduisent, donc les stocks peuvent se reconstituer. Mais attention, parce que si on tape dedans plus vite qu'ils ne se reconstituent, au bout d'un moment, là aussi, il n'y en a plus. Et enfin, troisième catégorie de ressources, ce qu'on appelle les ressources non plus de stock, comme les deux premières, mais de flux. Là, typiquement, c'est le vent et le soleil. Là, année après année, vous avez un flux qui revient. Donc, si vous voulez, ce n'est pas un stock donné une fois pour toutes. Par contre, là aussi, c'est quand même fini, dans le sens où vous ne pouvez pas croître indéfiniment. Au bout d'un moment, vous atteignez le niveau où vous captez l'intégralité du flux disponible et vous ne pouvez pas aller au-delà. Voilà, donc ça, dès qu'on a un problème de rareté, d'accès, de raréfaction d'une de ces ressources, on est face à un problème de déplétion. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça parce qu'évidemment, ça serait très long. Je vais faire un focus sur le problème numéro 1 qui touche à la fois à un problème de pollution et un problème de déplétion. C'est les énergies fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et elles, il faut bien avoir en tête qu'elles posent un problème à double titre. Et c'est pour ça qu'on parle parfois de double contrainte carbone. C'est que d'une part, leur combustion génère un réchauffement climatique, et d'autre part, il y en a en quantité limitée dans les sous-sols. Et donc, il risque de plus y en avoir à assez brève échéance. Mais c'est deux problèmes qui sont vraiment indépendants logiquement. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une infinité de ressources fossiles, mais pas de chance, elles dégradent le climat, ou elles pourraient ne pas dégrader le climat, mais être disponibles en quantité limitée. Là, on a les deux problèmes. Et donc, si je détaille rapidement ces deux problèmes, j'imagine que vous êtes déjà bien sensibilisés à ça, mais donc première contrainte, c'est le dérèglement climatique. Première contrainte carbone, donc le dérèglement climatique. Donc là, c'est quoi? Par la combustion des énergies fossiles, mais aussi dans une moindre mesure par la déforestation et par l'agriculture, on va émettre des gaz à effet de serre, le principal étant le CO2, mais ce n'est pas le seul, il y a aussi le méthane, il y a aussi le protoxyde d'azote. Ce CO2, une partie va être réabsorbée tout de suite par les océans et les forêts, mais le gros de ces quantités de CO2 va rester dans l'atmosphère pour des durées très longues, des durées de plusieurs siècles. Et donc, année après année, tout ce qu'on émet s'accumule. Donc là, on a une concentration de CO2 dans l'atmosphère qui augmente et qui est en gros l'image de l'intégrale de tout ce qu'on a émis par le passé. Et l'augmentation de cet effet de serre se traduit assez directement par une augmentation de température du globe. Donc là, c'est des courbes qui sont issues, alors non pas du dernier, mais de l'avant-dernier rapport du GIEC. Ça vous donne une image du rythme auquel les émissions de CO2 ont augmenté, les émissions de CO2 annuelles. Donc année après année, ça augmente. Et en plus, donc ça s'accumule dans l'atmosphère. Il en résulte donc logiquement une augmentation de la concentration de CO2 atmosphérique. Avant la révolution industrielle, on était en dessous des 300 ppm, donc 300 parties par million. Aujourd'hui, on est à plus de 400. C'est des niveaux qui n'ont jamais été atteints au cours des derniers centaines de millénaires. Donc c'est des niveaux absolument énormes. Et il en résulte, logiquement, une augmentation de l'effet de serre, c'est-à-dire que c'est des gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui laissent passer le rayonnement haute fréquence du Soleil, mais qui empêchent le rayonnement infrarouge basse fréquence de la Terre d'être émis. Et donc du coup, ça tend à faire en sorte que l'atmosphère stocke de l'énergie, et donc augmente en température. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qui est bien observé. On voit que par rapport à l'ère pré-industrielle, on a pris un peu plus d'1 degré. Quand on modélise l'effet que devrait avoir l'activité humaine, on retombe exactement sur ce degré. Quand on modélise ce qui devrait se passer sans l'activité humaine, on a quelque chose d'à peu près plat. Donc maintenant, il est clairement établi que ce réchauffement est réel et que c'est le fait de l'homme. Voilà, ça c'est un extrait du dernier rapport du GIEC qui est assez explicite. Donc grâce au modèle climatique, grâce aux simulations climatiques, on peut se dire quel va être le futur des températures du globe. Alors là, évidemment, il n'y a pas une réponse unique puisque ça dépend de ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on a déjà plus 1,2 degré environ par rapport à l'ère pré-industrielle, je l'ai dit. Maintenant, les objectifs qu'on s'est fixés dans le cadre de la COP21, les accords de Paris, donc en 2015, c'est d'essayer de ne pas dépasser les 1,5 degré, au maximum 2 degrés. Sauf que quand on regarde les engagements qu'ont pris les États dans le cadre de cette même COP21, déjà, quand on fait la somme, on est à peu près à 3 degrés. Donc déjà, les engagements pris dans le cadre de la COP21 ne respectent pas l'objectif de la COP21. Déjà, ça part assez mal. Encore faut-il que ces engagements soient tenus. Actuellement, on n'est pas sur une trajectoire qui consiste à les tenir. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment les politiques des États, ça ne reflète pas exactement les engagements qu'ils ont pris, plutôt sur plus 3,5 degrés.
Et si on faisait rien, évidemment, ça serait encore pire, parce que là, on fait quand même un petit quelque chose. Si on faisait rien, on serait à 4,5 degrés. À chaque fois, c'est en 2100 par rapport à avant l'ère industrielle. Alors, on peut se dire, bon, 2, 3, 4 degrés, c'est pas très impressionnant. On se dit, voilà, il fera 30 au lieu de 25 au bord de la piscine l'été. Évidemment, on ne parle pas de ça. On parle de la température moyenne du globe sur une année, pas de la température à un instant donné, à un endroit donné. Et donc, cette moyenne, normalement, elle est très stable. C'est à peu près 14-15 degrés. Donc, de dire qu'on va prendre plusieurs degrés d'élévation, ça serait plutôt comparable au degré de fièvre d'un individu. Par exemple, si votre température corporelle fait plus 4 degrés, ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Plus 5 degrés, pour fixer les idées, hein, plus 4-5 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. Il y a à peu près 10 000 ans, la planète était plongée dans une ère glaciaire. Vous savez qu'on alterne entre ère glaciaire et interglaciaire. Et lors de cette ère glaciaire, il y avait à peu près 4-5 degrés de moins. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas. La moitié nord de l'Europe était recouverte de glace. Et la faune qu'on voyait en Europe, c'était des rennes, des mammouths. Donc 5 degrés d'écart, c'est ça. Là, on parle de 4-5 degrés d'écart en plus dans l'autre sens. Moi, je n'ai pas vraiment envie de voir à quoi ça ressemblerait. Ça n'est que la première contrainte carbone. Mais, j'ai dit, il y a une double contrainte carbone. La deuxième n'a rien à voir, c'est vraiment un problème de déplétion, c'est un problème d'épuisement des ressources fossiles. Et celui-là, il est critique aussi, parce que là, il faut voir quelle est notre dépendance actuelle aux fossiles. Aujourd'hui, si vous regardez, ça c'est le panorama énergétique mondial, il y a à peu près 80% de l'énergie mondiale qui est une énergie fossile, donc charbon, gaz ou pétrole. Et en plus pour des usages assez différents, donc c'est assez difficile de substituer l'un à l'autre. Le charbon, c'est plutôt dans les centrales électriques et dans les usines, le pétrole, c'est plutôt dans les véhicules, on peut difficilement substituer l'un à l'autre. Donc 80%. Vous voyez hein, que dans ce panorama, le nucléaire ou le renouvelable, c'est quelques pourcents, ça apparaît à peine. Et ces pourcentages-là sont à peu près les mêmes depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas, au niveau macro, hein, on n'a pas l'impression qu'on est en train de faire une transition écologique, puisqu'on est à peu près à 80% d'énergie fossile depuis 30, 40 ans. Et ces énergies fossiles donc s'épuisent. Je prends l'exemple du pétrole. On découvre de moins en moins de pétrole. Ça, c'est des courbes extraites d'un bouquin de Mathieu Ozano, qui est le directeur du Shift Project, de Jean-Marc Jancovici. Il vient de sortir un bouquin dans lequel il rappelle que les nouvelles découvertes de nouveaux puits pétroliers sont en baisse depuis les années 60. C'est les barres grises là, donc ça baisse depuis les années 60. En parallèle de ça, notre consommation, donc la production de pétrole destinée au marché, c'est le trait continu, ça n'a eu de cesse d'augmenter. Et donc ça s'est croisé dans les années 80. Donc depuis les années 80, on consomme plus vite le pétrole qu'on ne le découvre. Et donc les réserves diminuent. Donc on peut se poser la question de, ok, combien de temps on a? Parce qu'effectivement, si on a encore des siècles ou des millénaires, c'est peut-être pas un problème. La réponse se compte plutôt en décennies. Alors, on peut distinguer les réserves prouvées et les réserves ultimes. Réserves prouvées, c'est celles qui sont concrètement utilisables, c'est-à-dire avec la technique actuelle, je sais aller le chercher et c'est rentable au cours actuel du baril. Ça, c'est à peu près un demi-siècle de réserves devant nous. Pétrole et gaz, j'ai mis le gaz aussi là. Si on passe aux réserves ultimes, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les sous-sols, ce qui est difficile à estimer évidemment, mais c'est des estimations géologiques, là on a un peu plus, mais vous voyez, c'est de l'ordre du siècle. Et ça, c'est la durée qui nous sépare, au rythme actuel, d'un épuisement total de la ressource. C'est-à-dire, je suis allé prélever jusqu'à la dernière goutte. Évidemment, on va avoir des problèmes bien avant ça. On va avoir des problèmes bien avant ça parce que la ressource, elle n'est pas simplement en voie de raréfaction, elle est aussi de plus en plus difficile à aller extraire. Ça se comprend assez bien, c'est que vous commencez par extraire une ressource, vous allez d'abord là où c'est facile, vous allez dans les champs de pétrole saoudiens, vous allez au Texas, il suffit de se baisser, vous avez du pétrole qui jaillit. Mais depuis quelques décennies, c'est plus ça. Ça va être le pétrole offshore de la mer du Nord, ça va être des choses plus difficiles d'accès. Et là, récemment, on est même sur des pétroles qu'on appelle non conventionnels. Donc ça va être le pétrole de schiste américain, ça va être les sables bitumineux du Canada. C'est des pétroles qui sont compliqués à extraire, ça coûte cher, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui illustre ces courbes. Donc le taux de retour énergétique, si vous voulez, c'est le rendement énergétique de l'affaire. C'est de se dire, aller chercher la ressource, ça va me demander de l'énergie. Si je mets un baril de pétrole d'énergie, combien j'arrive à en extraire?
Et ben, dans les années 30-40, on dépensait un baril de pétrole, on en avait 50. Aujourd'hui, on en a plus que 10. Même tendance pour le gaz. Donc, non seulement le pétrole et le gaz s'épuisent, mais en plus, c'est de plus en plus difficile d'aller les chercher, ça coûte de plus en plus cher. Tout ça se cumule pour faire dire aux prospectivistes qu'on risque d'atteindre prochainement ce qu'on appelle le pic pétrolier. Le pic pétrolier, c'est quoi? C'est le moment où la production devrait s'infléchir. Donc là, année après année, on produit de plus en plus de pétrole. Mais là, c'est le moment où, pour des raisons de contraintes géologiques, on ne va plus pouvoir, et l'offre pétrolière va décroître. Alors, il faut savoir qu'en fait, on a déjà passé ce pic pour ce qui est du pétrole conventionnel. Le pétrole conventionnel, c'est le pétrole classique, c'est 3/4 du pétrole qu'on utilise. Depuis 2008, on a atteint un maximum, on n'a jamais réussi à repasser au-dessus. Tout ce qui fait qu'on arrive à continuer de faire croître l'offre de pétrole, c'est ce qu'on appelle le pétrole non conventionnel. Je l'ai évoqué, pétrole de schiste américain. Très cher à extraire, très polluant à extraire, très énergivore. Et il faudrait que ce truc-là continue à se développer très 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 vite pour compenser la chute du pétrole conventionnel. L'Agence internationale de l'énergie dit, nous on n'y croit pas, on pense qu'en 2025 à peu près, il y aura un pic pétrolier. Alors évidemment, ce n'est pas à l'année près, mais c'est pour dire qu'on parle de quelque chose qui est probable pour la décennie à venir. Le pétrole, j'insiste, hein, c'est 95% de la mobilité mondiale. Si vous avez moins de pétrole, vous avez moins de mobilité. Si vous avez moins de mobilité, vous avez moins de commerce, international et national. Vous avez moins de tourisme, vous avez moins de tout en fait. D'accord? Même si on parle d'une seule des énergies fossiles sur les trois, mais il suffit d'avoir de moins en moins de pétrole année après année pour avoir déjà des gros problèmes structurels au niveau économique mondial. Et le pétrole ne va pas être le seul à avoir cette trajectoire, parce que le gaz devrait suivre peu de temps après, un petit peu après. Et le charbon, lui, par contre, c'est plus lointain, mais c'est une mauvaise nouvelle, parce que le charbon, c'est de loin la pire énergie en termes de climat, si je reviens à la première contrainte carbone. C'est aussi la pire en termes de pollution de l'air. Quand je dis qu'il y a plusieurs millions de morts par an, une bonne partie d'entre eux est causée par la combustion du charbon. Donc le fait qu'il y ait encore beaucoup de charbon, c'est une mauvaise nouvelle. Et le pétrole et le gaz, on voit qu'il n'en reste plus beaucoup et que les pics sont proches. Et puis, la dépendance aux énergies fossiles, là, moi, je vous ai parlé j'en parle comme si c'était uniquement un problème géologique. Donc ça, c'est vrai au niveau global. Mais si vous prenez un pays particulier comme la France, du point de vue national, c'est aussi un problème géostratégique, puisque nous, on n'a absolument pas d'énergie fossile dans nos sous-sols. Donc on dépend intégralement des importations étrangères, et donc on va avoir des problèmes bien avant que les réserves mondiales soient épuisées, si vous voulez. Et on le voit en ce moment, avec les problèmes d'approvisionnement en gaz. Voilà, vous vous fâchez avec la Russie, tout de suite ça devient plus compliqué. Vous vous fâchez avec une pétromonarchie du Golfe, tout de suite ça devient compliqué, etc. Vous êtes entièrement dépendant de l'étranger. Et en plus, donc ça c'est si vous avez un problème d'approvisionnement sur les quantités, mais vous pouvez aussi avoir les quantités qui sont disponibles, mais à des prix par contre qui sont extrêmement hauts ou qui sont très fluctuants, ce qui fait qu'on ne peut pas planifier l'activité économique sur le long terme parce qu'on ne sait pas quels seront nos coûts énergétiques. Voilà. Et ça c'est aussi le cas actuellement, parce que le prix du pétrole et du gaz, il est fixé sur des marchés financiers. Il dépend d'à peu près tout, sauf de la rareté géologique de la ressource. C'est-à-dire qu'il va chuter quand il y a une récession, il va partir à la hausse quand il y a un boom économique. Ce n'est pas lié à la rareté de la ressource. C'est soumis à la spéculation. Ça fait un peu n'importe quoi. Et c'est un prix qui est souvent très haut. Donc pour les ménages, ça peut être compliqué d'un point de vue social. Ou des fois, à l'inverse, qui va être trop bas par rapport aux dégâts écologiques que cause cette ressource. Donc voilà, donc il y a aussi un problème économique lié non pas aux quantités, mais au prix des ressources fossiles. Tout ça pour dire qu'on a un panorama d'ensemble qui nous amène à dire que la priorité, c'est de sortir des énergies fossiles. Ce n'est pas le seul problème. J'ai cité plein de problèmes de pollution et de déplétion, et ils se réduisent pas tous à la question du fossile, mais au premier ordre, la priorité, c'est de sortir du fossile. Et donc là, on arrive sur le volet solution de l'affaire. Et pour essayer de formaliser ça, donc il y a une petite équation qui s'appelle l'équation de Kaya. Alors, équation, c'est un grand mot, hein, c'est pas très complexe, c'est plutôt une égalité comptable. Mais en gros, c'est un moyen de décomposer les émissions de CO2. En fait, vous pouvez dire, les émissions de CO2, c'est quoi? C'est quel pourcentage de mon mix énergétique est carboné, multiplié par l'intensité énergétique
de mon PIB, c'est-à-dire combien d'énergie il me faut pour produire un point de PIB, multiplié par le niveau de vie moyen de la population, en gros combien de PIB par habitant, multiplié par la taille de la population. Si vous multipliez tout ça, vous avez les émissions de CO2. C'est une égalité comptable, il n'y a rien de fou. Donc je répète, contenu carbone du mix énergétique. Si vous arriviez à annuler ça, vous n'utilisez plus du tout d'énergie fossile, vos émissions de CO2 sont nulles. Intensité énergétique, donc à quel point notre économie est énergivore. Pareil, si on arrive à faire une économie qui ne consomme pas du tout d'énergie, bah, pareil, vous n'émettez plus rien. Niveau de vie moyen, donc là pareil, si vous divisez par 2 le niveau de vie moyen de la population, bah, toute chose égale par ailleurs, vous émettez 2 fois moins de CO2. Et puis la population elle-même, s'il y a 2 fois moins de gens, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, il y a 2 fois moins d'émissions de CO2. Donc là, à ce stade-là, je ne dis pas il faut faire ci ou ça, hein, je dis juste d'un point de vue logique, c'est les 4 seuls degrés de liberté qui existent. Donc ça veut dire que si on veut atteindre un certain objectif, il va falloir expliquer comment on l'atteint en jouant sur ces 4 degrés de liberté, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Après, on peut, pour des raisons morales ou politiques, dire « moi, tel degré de liberté, je ne veux pas y toucher ». Voilà. Mais c'est les 4 seuls qui sont possibles. Dans ces 4 degrés de liberté, vous regarderez qu'ils ne sont pas tous de même nature, puisque les 2 premiers sont plutôt des enjeux techniques. D'accord ? C'est trouver d'autres sources d'énergie, c'est arriver à se passer du fossile, et c'est avoir des machines plus efficaces qui consomment moins d'énergie. Donc ça c'est du boulot pour nous, c'est du boulot pour les ingénieurs. Les 2 autres degrés de liberté, ce n'est pas le cas, c'est plutôt de se dire, bah, est-ce qu'on peut diminuer le niveau de vie de la population et que ça soit soutenable socialement et politiquement? Plutôt une question pour économistes, pour sociologues, pour psychologues. Et pareil, est-ce qu'on peut diminuer la population? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Là, c'est plutôt une question pour démographes. Voilà, donc ça, c'est des enjeux extrêmement importants aussi, mais qui sont non techniques. Donc déjà, on a un début de réponse à la question de la conférence, les ingénieurs sauveront-ils la planète? Bah, on voit qu'on est impliqué dans une moitié des degrés de liberté. L'objectif qu'on veut atteindre, je le rappelle, ou plutôt je le dis parce que je ne l'ai pas dit, donc si on veut limiter le réchauffement climatique à plus de degrés à l'horizon 2100, en gros, il faut diviser par 4 nos émissions de CO2 à l'horizon 2050. Si on veut atteindre la neutralité carbone, alors on peut discuter, mais en gros, c'est une division par 10. Donc on est sur des réductions très très conséquentes. Et la question, ça va être comment on atteint ces réductions en jouant sur tout ou partie de ces 4 degrés de liberté. Donc du coup, je vais les aborder les uns après les autres, et on va voir ce qu'on peut en dire à chaque fois. Alors, premier degré de liberté, l'intensité énergétique, donc quantité d'énergie divisée par PIB. Est-ce qu'on peut arriver à rendre chaque point de PIB, chaque point de produit intérieur brut, moins énergivore? Est-ce qu'on peut avoir des machines plus efficaces? Alors là, la bonne nouvelle, c'est que... Alors c'est quelque chose qui se mesure, hein, l'intensité énergétique. Hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez mesurer la consommation annuelle d'énergie de l'humanité, vous pouvez mesurer le PIB, la production de richesse de l'humanité annuelle, vous divisez l'un par l'autre, vous avez l'intensité énergétique. Ça, c'est quelque chose qui diminue globalement de 1 ou 2% par an. Donc on se dit, cool, ça déjà, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais le problème, c'est que si on regarde le PIB, bah lui, il augmente à peu près de 3% par an. Tous les ans, vous avez à peu près 3% de croissance. Donc même si chaque point de PIB est 1% moins énergivore, comme vous avez 3% de PIB en plus, bah, au final, la consommation énergétique globale, elle augmente. Elle augmente d'à peu près de 2% par an. Donc déjà, on sent que ce levier-là, à lui tout seul, il ne va pas suffire. Il ne va pas suffire. Alors on peut se dire, ouais, mais bon, il y a peut-être moyen de faire mieux. On fait 1 ou 2% par an, mais il y a peut-être moyen d'accélérer tout ça. Ce n'est pas vraiment la tendance. Les progrès ont plutôt tendance à ralentir. Donc l'intensité énergétique, donc notre efficacité, elle s'améliore année après année, mais elle s'améliore de plus en plus lentement. Ça, c'était un papier de l'Agence internationale de l'énergie qui disait et en 2015, on faisait 3% de mieux par an. En 2018, on faisait plus que 1% de mieux. Et c'est plutôt quelque chose qui a tendance à stagner, et quelque part, ça se comprend, parce que vous commencez... C'est un peu comme le coût du pétrole tout à l'heure, avec les taux de retour énergétiques. Là, vous commencez par faire les améliorations les plus simples, les moins chères, les plus évidentes,
Et puis une fois que vous avez fait ces optimisations-là, il faut réfléchir à des trucs plus compliqués, plus coûteux, plus longs à mettre en place. Et donc quelque part, le fait que ce truc-là stagne, c'est pas si choquant en fait, dans le principe. Mais il y a pire que ça. C'est-à-dire qu'imaginons, on dit, bon allez, on décrète une mobilisation générale, on met tous les cerveaux du monde que là-dessus, on se retrousse les manches et on y va à fond. Même si on fait ça, c'est même pas certain que ça suffise. Parce qu'en raison d'un phénomène qu'on appelle l'effet rebond, on appelle aussi le paradoxe de Jevons. Et donc c'est quoi? C'est le fait que plus l'intensité énergétique s'améliore, moins les usages en question coûtent cher. Vous avez un usage qui demande moins d'énergie qu'avant, donc il coûte moins cher, toutes choses égales par ailleurs, et donc les gens vont plus avoir recours aux produits en question. Un exemple typique, c'est les voitures. Si vous prenez à masse et à vitesse égale, une voiture aujourd'hui consomme beaucoup moins qu'il y a 30 ou 40 ans, mais sauf qu'on ne s'est pas dit, bah cool, on va faire les mêmes voitures qui consomment moins, on s'est dit on va en profiter pour faire des voitures plus grosses, qui vont plus vite, avec plus de gadgets. Et donc du coup, au final, les voitures actuelles en fait, consomment autant que celles d'il y a 30 ou 40 ans. Pour des performances bien meilleures, mais au final, ce qui compte, c'est la quantité d'énergie qu'on consomme. Et là, en l'occurrence, elle est à peu près identique. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans plein de domaines. Vous allez, par exemple, isoler thermiquement les bâtiments, et les gens vont se dire, bah cool, je peux me chauffer plus, en payant pas plus cher. Ou alors, vous allez, par exemple, dans le domaine du numérique, ça marche bien aussi, c'est-à-dire que chaque octet de données demande beaucoup moins d'énergie à produire, mais sauf que du coup, les volumes véhiculés sont sans commune mesure avec ce qui se faisait il y a quelques décennies. Donc il y a toujours cette histoire-là de dire, ok, unitairement, on s'améliore, mais les volumes augmentent bien plus vite, et ils augmentent parce qu'on s'améliore. C'est quelque chose qui est couplé. Donc cette histoire d'efficacité énergétique, bien sûr que les ingénieurs ont un rôle à jouer, il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut déjà être conscient que ça ne suffira pas. Ça ne va pas assez vite, ça a tendance à ralentir, et il y a l'effet rebond qui, intrinsèquement, va nous limiter. Du coup, j'arrive à mon deuxième levier, qui est de se dire, ok, c'est pas miraculeux d'utiliser moins d'énergie, mais par contre, on peut utiliser d'autres énergies que les énergies fossiles. Donc une énergie moins carbonée. Alors, donc là, pour savoir par quel bout on attaque ce truc-là, qui est évidemment une des grosses questions, il faut avoir une idée du panorama mondial des émissions de CO2. Le panorama mondial des émissions de CO2, c'est ça. Et donc, ça en surprendra peut-être certains, mais ce qui est le premier poste d'émission de très loin, c'est l'électricité, au niveau mondial. Alors on se dit, c'est bizarre, ce truc-là, ça émet pas de CO2 d'allumer un interrupteur. La production de l'électricité au niveau mondial, elle est faite, c'est ce que j'affiche ici, à 40% par des centrales à charbon, à 20% par des centrales à gaz. 10% nucléaire, 15% hydroélectricité, et vous voyez, le renouvelable, c'est des petits pourcentages. Ça, c'est au niveau mondial. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a l'électricité qui arrive très haut en fait, dans les émetteurs de gaz à effet de serre. Et si je reviens au graphique d'avant, derrière, de manière là pour le coup un peu plus prévisible, vous avez les transports et vous avez l'industrie. Voilà, ça c'est au niveau mondial. Alors après, évidemment, il faudrait faire le détail pays par pays, on ne va pas le faire, mais si je prends quand même le cas de la France, on a un profil qui est assez différent du profil moyen mondial parce que nous, pour le coup, on a une électricité très décarbonée. Nous, notre électricité, c'est à peu près 70% de nucléaire décarboné, c'est à peu près 10% de barrages décarbonés, et c'est à peu près 10% de renouvelables décarbonés aussi. Donc on a un petit pourcentage de gaz, mais globalement, c'est décarboné l'électricité française. Et donc du coup, l'électricité, vous voyez, en France, on ne la retrouve pas du tout dans les premiers postes, on la retrouve loin, dans les secteurs les plus émetteurs de CO2, on la retrouve loin. Mais par contre, ce qu'on retrouve en première place, du coup, c'est les transports, notamment les voitures et les poids lourds. Après, vous avez le résidentiel, donc ça, c'est les chaudières, à gaz ou à fioul, et puis l'industrie. Comme on est un pays qui s'est relativement désindustrialisé, pour le coup, la part de l'industrie est quand même assez faible par rapport à ce qu'elle peut être dans des pays comme la Chine, par exemple, des pays qui sont plus industrialisés. Comment on fait en sorte de décarboner tout ça? Comment on décarbone le mix énergétique dans son ensemble? On voit qu'il y a en fait un double enjeu, c'est qu'il va falloir électrifier un maximum de choses et faire en sorte que cette électricité soit bas carbone. Il faut faire les deux à la fois.
Donc électrifier un maximum de choses, ça veut dire aller vers des transports électriques. Donc soit utiliser plus les transports qui sont déjà électriques, par exemple le train ou le métro, soit électrifier ceux qui ne le sont pas déjà, donc passer de la voiture thermique à la voiture électrique. Même chose pour le chauffage, même chose pour l'industrie. Donc il faut faire ça, et en parallèle de ça, il faut faire en sorte que l'électricité soit moins carbonée, qu'elle reste bas carbone dans un pays comme la France, qu'elle devienne bas carbone au niveau mondial. Au niveau mondial, il faut bien avoir en tête, des pays comme l'Inde ou la Chine, l'essentiel de leur mix électrique, c'est du charbon. Donc ça c'est clairement quelque chose qui est absolument insoutenable dans la durée. Donc au final, on va regarder un petit peu dans le détail ces deux sous-aspects-là. Donc déjà, tout électrifier, est-ce que c'est possible? Ça déjà, ça va pas toujours être possible, parce qu'il y a des cas où ça existe, voiture électrique, ça existe, chauffage électrique, ça existe, pompe à chaleur, etc. L'avion électrique, ça n'existe pas. Alors on va vous parler de petits avions individuels, Solar Impulse, etc. Bon, mais un avion de ligne long courrier électrique, c'est pas demain la veille. Pourquoi? Tout simplement parce que les batteries sont beaucoup trop lourdes. Vraiment de plusieurs ordres de grandeur. Donc on est très 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 loin d'avoir un avion électrique viable pour des longs courriers, même pour des moyens courriers. Donc déjà, il n'y a pas toujours une solution électrique pour tous les usages. Quand il y en a une, elle n'est pas toujours si bas carbone que ça. La voiture électrique, forcément, c'est bien meilleur que la voiture thermique. Surtout le cycle de vie, ça doit émettre 2 ou 3 fois moins de gaz à effet de serre. Mais ça n'émet pas zéro. Pourquoi? Parce qu'à produire, ça émet des gaz à effet de serre, une voiture électrique. Ça en émet même plus qu'une voiture thermique, parce qu'il faut produire la batterie. Et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on peut électrifier des choses, ça va être plus bas carbone, mais ça ne va pas être zéro carbone pour autant. Et puis, ça va peut-être poser des problèmes aussi sur d'autres limites, sur d'autres déplétions. Là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de la voiture électrique, mais c'est vrai pour tout ce qui est électrification en général, l'électrification, c'est gourmand en métaux. Une voiture électrique, ça va demander beaucoup de cuivre, beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt. Et donc là, vous commencez à regarder, vous dites, ouais, si on en fait quelques-unes dans un coin, d'accord, mais si on généralise ça au parc automobile mondial, est-ce qu'il y a assez de ressources dans les sous-sols? Et puis, est-ce qu'il y a assez de ressources pour renouveler ensuite la flotte automobile? Et puis une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et à quelle échéance on va avoir des problèmes? Et donc là, il y a des questions qui se posent aussi. Et puis la dernière limite, c'est que électrifier les usages, en fait, c'est lent. Vous prenez le cas de la voiture électrique, il faut le temps que tout le parc automobile se convertisse à l'électrique, et ça prend vachement longtemps. Vous prenez même des pays qui sont en pointe, comme par exemple la Norvège, vous regardez les ventes de véhicules neufs, on dit super, ils sont à 80 ou 90% de véhicules électriques. On dit ils sont sur la bonne voie. Mais si vous regardez le stock de véhicules qui roulent, c'est peut-être 15 ou 20% d'électrique, parce qu'il faut le temps que ça se renouvelle. Et ça, c'est très long. Et ça serait pareil d'ailleurs si on avait un modèle d'avion révolutionnaire. Dans l'aviation, c'est à peu près 25 ans pour renouveler toute la flotte. Si demain matin, vous mettez au point l'avion électrique, il faut 25 ans pour que la flotte soit composée d'avions électriques. Qui, encore une fois, n'existe pas, mais même en imaginant. Donc, il y a cette limite intrinsèque qui est la lenteur. Et ensuite, donc, si je regarde l'autre aspect du problème, de dire, bon là, imaginons j'ai électrifié tout ce que je pouvais, compte tenu des limites précédentes, mais j'ai électrifié tout ce que je pouvais, comment je fais en sorte d'approvisionner ça avec une électricité bas carbone? Donc là, il n'y a pas 50 solutions, il y en a deux, c'est le renouvelable et le nucléaire. Aucune de ces deux solutions n'est parfaite. Il faut les pousser à fond, l'une et l'autre, autant que possible, mais aucune des deux n'est parfaite. Le renouvelable, c'est intermittent, donc quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil, et quand il n'y a pas de vent, vous n'avez pas d'éolien. Ça coûte un petit peu plus cher aussi. Si vous avez vu les rapports RTE sur les futurs énergétiques 2050, entre un mix électrique 100% renouvelable et entre un mix électrique avec du nucléaire et du renouvelable, le tout renouvelable, ça coûte à peu près 40% plus cher. Donc ça coûte un peu plus cher. Ça demande des métaux, comme l'électrification. Ça demande de la surface au sol. Il faut le temps de le déployer. Vous avez vu les pourcentages. Au niveau mondial, c'est quelques pourcents d'éolien et de solaire. Si on veut que ça soit 100% ou même 50%, on en est très très loin. Il faut que ça soit accepté socialement. C'est-à-dire que quand on va installer une éolienne à côté d'un village, il faut que les gens du village soient d'accord. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Et là, plus fondamentalement, on n'est même pas certain de jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de scénarios 100% renouvelables. Il y a 3 des 6 scénarios RTE, il y a des scénarios négawatts, scénarios ADEME. Ça reste des scénarios papier,
qui ont leur part de crédibilité, mais maintenant, personne ne l'a jamais fait. Ceux qui sont montés le plus haut, c'est l'Allemagne, avec 30% à peu près de renouvelables, mais ils misent sur le fait qu'ils ont du gaz et du charbon. Donc quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, on allume les centrales à gaz et à charbon. C'est un peu la même chose dans les autres cas où on a beaucoup de renouvelables, l'Irlande, le Texas. Il y a toujours une forte base de gaz, et donc finalement, c'est pas tellement bas carbone, pour pouvoir prendre le relais quand les conditions météo ne sont pas là. Ou alors, il peut aussi y avoir le cas où on se repose sur l'étranger. Ça, c'est le cas des Danois. Eux, ils sont à 2/3 de renouvelables, mais leur exemple n'est pas généralisable parce que eux, quand il n'y a pas de vent, parce que c'est surtout des éoliennes, quand il n'y a pas de vent, bah, ils importent de l'électricité des barrages suédois ou des centrales nucléaires suédoises ou norvégiennes. Donc, voilà, le 100% renouvelable, pas sûr que ça soit faisable, ça va être lent à mettre en place et il y a des limitations intrinsèques. Alors on dit, bah ok, du coup il y a le nucléaire. Le nucléaire, c'est très bien, c'est bas carbone, il faut en faire. Alors c'est une technologie qui est complexe, donc il faut garder un haut niveau de maîtrise pour garder sous contrôle le risque d'accident et le sujet des déchets, alors qui sont des sujets souvent polémiques, souvent un peu exagérés par les antinucléaires. Voilà, c'est des sujets qui peuvent être gérés, mais à condition qu'on est dans un pays stable, en paix, avec un haut niveau de compétences techniques, donc ça demande quand même un certain nombre de conditions. C'est pas une énergie qui est renouvelable, donc elle est bas carbone, mais elle vient taper dans un stock de ressources, en l'occurrence dans un stock d'uranium. Alors, si vous regardez les horizons, on a du temps devant nous, c'est pas comme le fossile. Il n'y a pas un pic uranium qui est prévu dans les années à venir. Si vous regardez les projections, on a 150 ans d'uranium devant nous. Donc on se dit ça va. Mais ça, c'est au rythme actuel. Sachant que personne ne fait de nucléaire aujourd'hui. Je dis au niveau mondial, c'est 10% à peu près. Mais si tout le monde fait comme les Français, nous on fait 70%. Donc si on se met à consommer de l'uranium 7 fois plus vite, et puis même on va aller plus loin, parce que si on électrifie tout, il va falloir plus de production électrique. Donc si on consomme de l'uranium 10 ou 15 fois plus vite, vous voyez que les 150 ans, ça devient 15 ans, 10 ans. Si je grossis le trait, vous voyez que voilà, une généralisation du nucléaire, ça ne serait pas anodin d'un point de vue ressources en uranium. Il y a aussi une question de vitesse de déploiement. On connaît toutes les difficultés qu'il y a à faire fonctionner le premier EPR de Flamanville. Il faudrait accélérer massivement ça si on voulait arriver à maintenir la part du nucléaire dans le mix électrique français. Je rappelle l'enjeu qui est que toutes les centrales nucléaires ont été faites à la fin des années, dans les années 80, on va dire, au moment des pics pétroliers. Et une centrale nucléaire, ça a 40 ans de durée de vie. On est dans la décennie 2020. Donc elles arrivent toutes en fin de vie. Et donc du coup, là, il va falloir dire, soit on arrive à les prolonger, mais il faut que l'autorité de sûreté nucléaire soit d'accord, dire ok, ça peut se faire dans des conditions acceptables de sécurité, soit il faut en construire d'autres, mais on n'a pas construit de centrale depuis la fin des années 90. Et c'est quelque chose qui est compliqué. Donc il faut le faire à fond, mais tout miser que là-dessus, ce serait quelque chose qui serait risqué. Et là aussi, il y a un sujet d'acceptabilité sociale. Alors, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce qu'il y a des sondages qui ont été faits, les 3/4 des gens pensent que le nucléaire émet du CO2, ce qui est faux, donc il faut voir après sur quoi se basent les gens pour exprimer leur opinion. Donc il y a aussi un travail effectivement de culture scientifique à faire là-dessus. Mais quand même, il y a des gens qui, en toute connaissance de cause, connaissent bien le sujet et sont opposés au nucléaire. Donc il y a un débat là-dessus à prendre en compte aussi. Donc voilà, ni le renouvelable ni le nucléaire sont des solutions idéales. Et le moins risqué reste encore de pousser les deux et pas de se reposer sur une seule. Vous avez aussi un sujet qui tient à l'aspect international de l'affaire. Imaginons au niveau français, j'ai réussi à tout électrifier et à faire toute mon électricité qu'avec du renouvelable ou du nucléaire. Bah, en fait, j'ai réglé que la moitié du problème. Pourquoi? Parce que l'empreinte carbone d'un Français, ce que j'affiche à gauche là, la moitié, les chiffres de 2020 ça, la moitié c'est associé aux importations. Et en fait, ça se comprend assez bien parce que les deux pays depuis lesquels on importe le plus, c'est la Chine et c'est l'Allemagne. C'est des pays qui tournent massivement au charbon et au gaz. Vous ajoutez à ça les émissions dues au transport et vous avez quelque chose qui est très carboné. Donc quand bien même vous décarbonez totalement la production française, vous décarbonez les rectangles bleus et oranges, par contre il reste le rectangle vert. Donc là ça veut dire qu'il y a aussi un enjeu de relocalisation et de réindustrialisation du territoire. Ce qui n'est pas anodin pour nous, c'est-à-dire que dans le cadre d'une transition écologique digne de ce nom,
la part de l'industrie dans le PIB devrait plutôt augmenter quand on voit ces chiffres-là. Donc je vais m'arrêter là sur ce deuxième levier. Alors il y a d'autres choses dont on aurait pu parler. On va me dire, et l'hydrogène? L'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur. Il faut produire cet hydrogène. Aujourd'hui, il est produit à base d'énergie fossile, donc ça ne sert pas à grand-chose. On pourrait le produire par électrolyse, avec de l'électricité, mais on retombe sur la question de l'électricité bas carbone. Avec quelle électricité produit-on cet hydrogène? Donc voilà, on pourra en discuter s'il y a des questions, mais c'est intéressant, mais ce n'est pas une solution miracle non plus. Il y a les biocarburants, ça c'est intéressant aussi. Ce n'est pas non plus une solution miracle. Là, c'est de se dire, bah voilà, on va prendre de la biomasse, on va la brûler. Certes, ça va émettre du CO2, mais quand cette biomasse a poussé, elle a absorbé du CO2 par photosynthèse, et donc au global, c'est neutre. Et en fait, quand on regarde dans le détail, c'est pas si neutre que ça, parce que l'activité agricole, c'est une activité qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et il y a des études qui montrent qu'en fait, les biocarburants, en tout cas de première génération, bah en fait, émettent plus que des carburants classiques. Voilà. Donc après, il y a la deuxième génération et la troisième génération. Il ne faut pas présager de ce que peut être le progrès technique. Je ne condamne pas les biocarburants dans l'absolu. Quand bien même ça marcherait parfaitement, il y a aussi une question de surface au sol. C'est-à-dire que si vous voulez approvisionner l'ensemble de l'industrie mondiale par des biocarburants et nourrir la population mondiale, qui en plus est en croissance, il y a un moment où il va y avoir un problème de surface agricole disponible. Donc pareil, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais ce n'est pas un levier miracle, loin de là. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mon deuxième levier technique. Donc je vous ai parlé de machines plus efficaces, c'était le premier levier. Je vous ai parlé d'utiliser moins d'énergie carbonée, c'était le deuxième levier. Et donc là, on va faire une petite pause là, dans ce passage en revue des différents leviers. Et on va se dire déjà à ce stade, est-ce que les leviers purement techniques, est-ce qu'il y a un espoir que ces leviers soient suffisants? Est-ce qu'en gros il suffit que les ingénieurs travaillent bien pour qu'on soit tiré d'affaire? Donc, vous voyez déjà que c'est quand même pas très bien parti, parce que j'ai cité quand même un grand nombre de limitations à chaque fois. Donc on se dit, c'est pas forcément gagné cette affaire. Et donc j'ai intitulé ça le grand découplage est-il possible? Le découplage, c'est quoi? C'est l'idée qu'on pourrait continuer à avoir une croissance du PIB, mais par la technique, une baisse des pressions environnementales associées, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, etc. De découpler ces deux aspects par le progrès technique. Ça, alors déjà, il faut avoir en tête la tendance historique récente. Il faut avoir en tête qu'on n'a pas démarré la transition écologique. Les 20 dernières années vont dans le mauvais sens. Ça, c'est les 4 leviers, du coup, les 4 composantes de l'équation de Kaya sur la période 2000-2018. La population a augmenté d'un quart, la consommation par habitant a augmenté de moitié, l'intensité énergétique, ça je l'ai dit, c'est le seul truc qui va dans le bon sens, mais lentement, ça a baissé d'un quart, ça ne compense pas du tout le reste. Et l'intensité carbone, elle ne bouge pas, ça je l'ai dit, c'est le fait qu'on est toujours à 80% d'énergie fossile. Donc cette intensité carbone ne diminue pas. Bilan, les émissions de CO2 ont augmenté de moitié. Donc la tendance actuelle est clairement pas dans le bon sens. Si on continue sur cette tendance jusqu'en 2050, c'est-à-dire si on continue sur la trajectoire actuelle, on va à peu près reproduire ça. On passe le détail, mais en gros, on va à nouveau augmenter de 50%. Donc la tendance actuelle nous amène sur une augmentation de 50%, alors que je rappelle, notre objectif, c'est au moins une division par 4, donc c'est moins 75%. Est-ce qu'on peut arriver à combler cet écart-là par de la technique uniquement? Ce n'est pas quelque chose qui paraît évident. Alors, il y en a qui ont fait des estimations, par exemple, de se dire, si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés et continuer notre croissance économique actuelle, c'est-à-dire je ne touche pas à la population, je ne touche pas au niveau de vie de la population, il faut faire 2 fois mieux qu'aujourd'hui en termes d'efficacité énergétique. D'accord ? Il faut améliorer les machines et les procédés 2 fois plus vite. Et il faut faire x4 sur le rythme de déploiement des énergies renouvelables. Il faut faire les 2 en même temps pour avoir une chance de s'en sortir. Donc, après, voilà, on peut juger de se dire est-ce que ça paraît impossible, très risqué, faisable, mais voilà, on voit que c'est quand même quelque chose qui on parie sur le fait qu'on va faire bien mieux que par le passé. Il y a un rapport d'ailleurs du cabinet Carbone 4 de Jean Covici qui s'est posé aussi ce genre de questions.
et qui a fait un peu un petit bilan de tous les scénarios prospectifs de transition écologique, de voir à quel point ils pariaient sur le fait qu'on allait faire mieux que par le passé. Et en gros, ils parient tous sur le fait qu'on va faire, mais beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux que les tendances passées. Et on ne sait pas bien d'où viendrait cette amélioration. Il y a une espèce de pari, quasiment un acte de foi. Voilà, donc là, c'est une phrase qui est extraite du rapport, mais de se dire, à chaque fois, on parie qu'on fera beaucoup mieux à l'avenir que par le passé, et à quel point c'est une hypothèse qui est robuste pour fonder notre stratégie à l'échelle du globe. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une planète, on n'a qu'une chance pour la sauver. Si on se base sur ces projections et qu'on dit « Ah bah ouais, mince, effectivement, on n'a pas réussi à faire mieux », ce serait dommage. Et en fait, c'est même légèrement pire. C'est-à-dire que, là je reviens à ce que j'ai raconté au tout début, on n'a pas qu'un problème de réchauffement climatique et d'épuisement des ressources fossiles, on a un multiple problème de pollution et de déplétion. Et imaginons qu'on arrive à découpler suffisamment vite le PIB et les gaz à effet de serre, est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas recoupler le PIB avec d'autres choses? Parce que je l'ai dit, en gros, si on veut découpler, il faut électrifier, mais ça va nous demander beaucoup de métaux. Faire du renouvelable, ça demande beaucoup de métaux et de surface au sol. Faire du nucléaire, ça demande beaucoup d'uranium. Faire du biocarburant, ça demande beaucoup de surface au sol. Est-ce qu'on va arriver à vraiment à découpler le PIB non seulement des gaz à effet de serre, mais aussi de tout le reste? Là, on ne voit pas bien comment ça pourrait fonctionner. Il y a une étude comme ça, alors bon, le sujet des métaux il est assez débattu, donc toutes les sources ne disent pas ça, mais il y a une étude notamment qui est assez pessimiste et qui dit si on veut se limiter à 2 degrés de réchauffement et ne pas toucher ni à la croissance de la population ni à la croissance du niveau de vie, on fait fondre totalement les stocks de cobalt et de cuivre à l'horizon 2050. On tape en gros toutes les réserves, alors je ne sais plus si c'est prouvé ou ultime, mais en gros toutes les réserves qui sont dans nos sous-sols. Et à compter de 2050, on n'a plus de solution, parce que tout est électrique, tout dépend de ces ressources-là et on n'en a plus. Voilà, donc toujours avoir en tête qu'il n'y a pas que le fossile non plus. J'ai fait un zoom là-dessus, mais il y a toutes les autres contraintes, et si on bute sur une autre limite physique, c'est terminé, on a perdu. Alors là, il y en a toujours qui vont dire « Ouais, mais il ne faut pas raisonner à cadre constant. Là, c'est juste qu'il y a dans les sous-sols terrestres, mais on pourrait aller dans les océans, on pourrait aller sur les astéroïdes, on pourrait aller sur d'autres planètes. » Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'aller saccager massivement les océans? Je suis encore plus qu'ils ne le sont déjà, je ne suis pas certain. Est-ce que, parler de taux de retour énergétique, est-ce que c'est rentable d'envoyer une fusée sur un astéroïde pour ramener 3 minerais? Enfin voilà, il faudrait faire les calculs, mais je ne suis pas certain non plus. Mais imaginons qu'on le fasse. Donc moi j'ai fait les calculs d'ordre de grandeur, de dire, imaginons on peut aller chercher les ressources où on veut, on peut aller chercher les matières premières qu'on veut partout dans l'univers, et on continue les taux de croissance actuels. Donc aujourd'hui, on consomme 3% de matières premières en plus chaque année. Donc là, souvent, ces gens n'ont pas bien en tête la façon dont une courbe exponentielle se comporte, mais vous faites le calcul. Au bout de 750 ans, une économie humaine qui croîtrait à ce rythme-là aurait besoin chaque année de la masse totale de la Terre en matières premières. Au bout de 1100 ans, vous aurez besoin de la masse totale du Soleil. Et au bout de 3500 ans, vous aurez besoin de la masse totale de l'univers observable chaque année pour alimenter votre activité économique. Ça, c'est pour les matières premières. On peut faire le même exercice pour l'énergie. Donc ça croît un peu moins vite, c'est juste 2% par an. Donc du coup, l'horizon est un peu plus éloigné. Mais si vous faites le calcul, vous verrez qu'au bout de 6500 ans, avec une croissance de 2% par an, votre consommation énergétique annuelle doit être égale au contenu énergétique de l'univers observable. Donc là, je précise le calcul. Donc l'univers observable, c'est une sphère de rayon 13,8 milliards d'années-lumière. Vous prenez toute la matière qui est dedans, vous faites E égale MC2, c'est l'énergie dont vous avez besoin dans 6500 ans si vous continuez sur la trajectoire de croissance actuelle. 6500 ans, enfin quelques millénaires, c'est la durée qui nous sépare de l'invention de l'écriture et de l'agriculture. Notre espèce a 3,5 millions d'années. Donc en un temps très court devant la durée d'existence de notre espèce, il faudrait aller chercher l'ensemble du contenu de l'univers observable pour qu'une stratégie de croissance comme ça ait un sens. Donc voilà, je vous laisse juger si c'est crédible, mais ça ne paraît pas gagné quand même. Donc on en arrive à l'idée que le grand découplage, il est au mieux incertain, et qu'il faut aller regarder ce qu'on peut dire sur les leviers non techniques, c'est-à-dire sur la démographie et sur la baisse du niveau de vie.
Et alors là, j'aborde un sujet. Alors là, je vais rentrer dans des sujets polémiques, parce qu'on va parler de régulation démographique, on va parler de décroissance. Donc, bon, déjà le nucléaire, etc. On a déjà fait des sujets polémiques, mais on va y aller. Donc la démographie. Est-ce qu'on peut être moins nombreux sur Terre? Est-ce que c'est un levier d'action? Alors, premier constat, la tendance n'est pas à la baisse. Ça, c'est l'hypothèse moyenne des démographes des Nations Unies, qui nous disent aujourd'hui on est 8 milliards, au milieu du siècle on sera quasiment 10 milliards, à la fin du siècle on sera quasiment 11 milliards. Plutôt quelque chose qui augmente. Ce n'est pas le seul scénario, ça dépend des hypothèses que vous prenez sur les taux de fécondité. Donc vous avez des scénarios où ça baisse un peu à la fin du siècle, jusqu'à 7 milliards. Vous avez des scénarios au contraire, hypothèse haute, où ça explose jusqu'à 16 milliards. Donc on est entre une légère baisse et 1 x 2 en gros, sur les scénarios. Bon, on va dire, ok, mais ça c'est la tendance prévue, mais après on peut peut-être mettre en place des politiques qui contrent cette tendance, des politiques antinatalistes. Hein. Allons-y, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais regardons ce qui est faisable. Là, le truc à avoir en tête, c'est que c'est un degré de liberté qui est extrêmement lent. Pourquoi? Parce que la constante de temps, c'est en gros une génération. D'accord? Donc c'est un degré de liberté qui est extrêmement lent, c'est-à-dire que si demain vous dites on impose un taux de fécondité égal à 2, en gros, le strict renouvellement des générations, 2 parents donnent naissance à 2 enfants. Ça, en régime permanent, ça donne une population stable. Mais par contre, vu qu'aujourd'hui la population mondiale est très jeune, il y a encore beaucoup de gens qui sont en âge d'avoir des enfants et qui sont loin de mourir. Et donc en fait, si vous faites ça, le temps d'atteindre le régime permanent, la population aura encore augmenté. Et donc il y en a qui ont fait les calculs qui disent si on fait ça, on va atteindre 9 milliards d'individus en 2060. Avec une politique qui serait très très stricte, hein, très très liberticide. Je ne dis pas qu'on veut de ça, mais même comme ça, c'est quelque chose qui est très lent. Et en plus, ça serait très injuste parce qu'il faut voir où est-ce qu'on a une forte croissance démographique et où est-ce qu'on émet beaucoup de CO2. Ben, ce n'est pas du tout dans les mêmes pays. C'est-à-dire que si vous regardez bien, moi je fais un peu 3 groupes là. Il y a les pays occidentaux qui émettent énormément de CO2 par habitant. Alors, les Français un peu moins parce qu'on a un mix électrique bas carbone, les Allemands plus, les Américains encore plus. Et je ne parle même pas des Qataris. Mais ces pays-là, l'enjeu n'est pas démographique puisqu'on a déjà passé ce qu'on appelle la transition démographique. C'est-à-dire la population, elle est à peu près stable, elle augmente ou elle diminue légèrement, mais voilà, on n'est pas en explosion démographique. Après, vous avez des pays comme la Chine ou l'Inde, où là, il y a une forte croissance démographique, où il y a eu une forte croissance démographique, mais ces pays appliquent déjà des politiques antinatalistes depuis des décennies. Vous prenez la Chine, ils appliquent des politiques antinatalistes depuis Mao, donc depuis les années 60-70. La politique de l'enfant unique, c'est Deng Xiaoping, donc c'est 79. Et ils commencent seulement... C'est-à-dire que l'inversion de la courbe de population chinoise vient de se produire seulement ces années-là. Donc ça veut dire que là, vous avez une idée de l'inertie, c'est de l'ordre du demi-siècle, entre le moment où vous appliquez des politiques antinatalistes et le moment où il y a des résultats. L'Inde applique des politiques antinatalistes, alors moins liberticides que la Chine. Leur population augmente toujours, et ça devrait s'inverser que dans les décennies à venir, donc c'est extrêmement lent. Donc, est-ce qu'il faut le faire ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est absolument pas à la hauteur de l'urgence. Il est clair que faire ça ne suffit pas. Ça, c'est clair et net. Et pour finir ce tour d'horizon, les pays qui ont une très forte croissance démographique, c'est les pays africains. Vous allez au Niger, par exemple, il y a 7 enfants par femme, donc c'est des taux de fécondité très élevés. C'est des pays qui n'émettent absolument rien. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire x4 ou 5 sur leur consommation, ce serait encore largement soutenable. Ils pourraient faire x4 ou 5 sur leur population, ce serait encore largement soutenable. Ils émettent rien. L'Afrique émet 3% du total mondial des émissions de gaz à effet de serre, pour tout un continent. Donc ils n'émettent absolument rien. Donc ceux qui mettent le degré de liberté démographique en avant, c'est assez malhonnête, c'est assez injuste, dans le sens où ça sous-entendrait que l'explosion démographique africaine est le principal problème. Or, ils émettent absolument rien, donc c'est complètement faux. Donc voilà. Alors, je ne dis pas que cette explosion démographique n'est pas un problème par ailleurs, à commencer pour les Africains eux-mêmes, mais voilà, pour moi, ce n'est pas du tout ce qui joue au premier ordre sur notre avenir climatique. Donc la démographie, pour moi, ce n'est pas un levier privilégié. Ce n'est pas un tabou. Voilà, moi, je viens de donner mon avis, mais ce n'est pas un levier privilégié. Et alors j'arrive au deuxième levier non technique, qui est donc là le niveau de vie moyen par habitant. Alors là, ce n'est pas un petit sujet non plus, puisque c'est la décroissance. Voilà, on va utiliser le terme, c'est la décroissance. Est-ce que, donc là on va prendre, alors évidemment, plutôt dans les pays riches, un pays comme la France, population constante, est-ce qu'on pourrait faire baisser le niveau de vie
par habitant. Et donc, vu que la population est constante, faire baisser le PIB. Donc là, il y a 3 objections principales qui peuvent venir. C'est de dire, si vous diminuez le PIB, il va y avoir moins d'activité, donc il va y avoir une explosion du chômage. Déjà à 3 millions de chômeurs, est-ce que c'est une bonne idée? Il va y avoir une explosion de la pauvreté. Déjà un taux de pauvreté important, est-ce qu'on a envie d'aggraver ce problème? Et puis, quid de notre bien-être? On peut dire, notre bien-être dépend de la consommation matérielle, donc est-ce qu'on ne risque pas de venir toucher au bien-être de la population? Alors, on va voir ce qu'on peut raconter un peu sur ces 3 objections. Déjà sur l'emploi. Alors, sur l'emploi, je vais faire une petite égalité comptable, un peu comme l'équation de Kaya. Ce qu'on produit chaque année, on peut le voir comme le PIB divisé par le nombre d'heures travaillées. Donc ça, en gros, c'est la productivité horaire. En moyenne, en une heure, combien je produis. Fois le nombre d'heures travaillées divisé par le nombre d'emplois. C'est le temps de travail moyen. Je bosse tant d'heures par semaine ou par an. Fois le nombre de personnes qui ont un emploi. Là, l'enjeu, c'est de dire est-ce qu'on peut baisser le PIB et maintenir, voire même augmenter, parce que le but, c'est quand même de combattre le chômage dans l'idéal, le nombre d'emplois. Réponse, c'est pas impossible dans le principe, parce qu'il y a 2 autres degrés de liberté qui permettraient de faire la variable d'ajustement. Alors la productivité, je vais laisser ça de côté, mais le temps de travail, vous voyez bien que si vous baissez le temps de vous divisez le PIB par 2, vous divisez le temps de travail par 2, vous maintenez l'emploi pour une productivité constante. Donc, dans le principe, pas quelque chose qui est impossible. Alors, pour rester sur cet exemple d'une division par 2 du PIB, je me suis amusé à calculer ce que ça donnerait de dire, on veut maintenir l'emploi, donc on divise par 2 le temps de travail. Ça donnerait quoi concrètement? Il faudrait faire tout ça simultanément. Donc, on limite les journées de travail à des journées de 7 heures. Vous faites des semaines de 4 jours. Vous avez 12 semaines de congés payés par an. Vous partez à la retraite à 55 ans. Vous avez 2 années sabbatiques dans votre carrière. Et vous étudiez une année de plus. En moyenne. On pourrait imaginer que chacun pioche, que ça dépende des secteurs, des entreprises. Il faudrait imaginer une multiplicité de formules. Bon, après on est sur des questions politiques. Donc, est-ce que ça paraît faisable ou pas? C'est un gros changement sociétal. Voilà, c'est pas infaisable. Par contre, là, je suis sur une division par 2. Je rappelle, le but, c'est de diviser par 4, et même voire par 10, si on veut aller à la neutralité carbone. Là, vous voyez bien que si on divise par 10, ça ne va plus ressembler à grand-chose. Mais une division par 2, pourquoi pas? Ça ne donne pas quelque chose de complètement aberrant. Bon, ça, c'est sur l'emploi. Et sur la réduction de travail qui permet de maintenir l'emploi. Après, vous avez la question de la pauvreté, de dire, ouais, si on travaille 2 fois moins, d'accord, mais est-ce qu'on est payé 2 fois moins? Est-ce que le smicard est payé 2 fois moins? Est-ce que celui qui touche le RSA touche un demi-RSA? Comment ça se passe? Donc là, il y a un degré de liberté important, c'est de se dire qu'on part d'un niveau d'inégalité actuel qui est très élevé dans la société française. Vous voyez, donc là, c'est les revenus mensuels par catégorie de la population. Donc la population globale, c'est à peu près 2800 € par mois. Mais les 50% les plus pauvres, donc la moitié la plus pauvre de la population, c'est 1200. Et les 10% les plus riches, c'est 9000 par mois. Donc il y a des inégalités assez élevées. Et donc on pourrait se dire, on va redistribuer les richesses par la fiscalité, par les cotisations, par des hausses de salaire, par ce que vous voulez. Il y aurait plein de moyens de le faire. Et si vous divisez par 2 le PIB, donc à peu près par 2 le PIB par habitant, si la population est stable, vous passez en gros de 2800 à 1400, vous pourriez maintenir le niveau de vie des 50% les plus pauvres, donc vous ne touchez pas du tout, c'est une hypothèse, vous ne touchez pas du tout au niveau de vie 50% les plus pauvres, vous faites porter l'ajustement uniquement sur les classes moyennes et sur le 10%, vous avez des niveaux d'inégalité très très réduits, là, vous voyez ce qu'on obtient, mais ça passe, d'un point de vue arithmétique, c'est quelque chose qui passerait. Est-ce que c'est acceptable ou pas? La question, elle est philosophique, elle est morale, elle est politique, tout ce que vous voulez. Voilà. Là, chacun va avoir son avis de dire à quel point il faut des inégalités ou pas dans la société. Mais là, c'est de se dire, arithmétiquement, c'est quelque chose qui est possible. Avec une division par 2. Avec une division par 4 ou 10, vous voyez bien que voilà. Là, on est déjà à la limite avec cette répartition-là.
avec une division par 4 ou 10 du PIB, c'est impossible d'amortir ça uniquement par une réduction des inégalités. Forcément, vous devez toucher au niveau de vie des plus pauvres, et donc d'un point de vue social et politique, ça risque d'être très compliqué, à faire passer. Une réforme comme ça serait encore possible à faire passer d'un point de vue démocratique, pour autant que les gens soient convenablement informés, mais vous voyez que puisque la moitié de la population travaille 2 fois moins et gagne autant, la moitié de la population a intérêt à voter pour ça. Donc c'est démocratiquement faisable dans le principe. C'est pas vrai si on diminue encore plus le niveau de vie. Et puis il y a la question du bien-être. Après l'emploi et la pauvreté, il y a la question du bien-être. Donc là, la question, c'est à quel point notre bien-être, notre bonheur dépend de notre revenu. Donc là, c'est une question de psychologie et de philosophie. Il y a des données temporelles et il y a des données géographiques qui permettent d'y répondre. Là, c'est des données temporelles, historiques, aux États-Unis. On voit que le revenu par habitant a à peu près doublé depuis les années 70. Le bonheur, alors, vaste notion, hein, mais donc il y a des enquêtes qui permettent d'estimer le bien-être ou le bonheur de la population. Quelque chose qui fluctue à peu près à des niveaux similaires depuis 50 ans. Ça n'a pas l'air d'avoir doublé en proportion du PIB. Donc ça a l'air d'être relativement décorrélé. Ce qui veut dire qu'il y aurait un espoir de rembobiner le film et de dire on diminue le PIB par habitant, ça ne va pas forcément rendre les gens plus malheureux, si on regarde ces courbes-là. Autre façon de l'approcher, c'est de dire, géographiquement cette fois, de dire on va prendre tous les pays et on va mettre un point par pays dans un graphe avec niveau de vie en abscisse, niveau de bonheur, un niveau de bien-être évalué en ordonnée. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient en gros un nuage de points qui fait à peu près une courbe logarithmique, ce qui se comprend bien, c'est-à-dire que quand vous manquez de tout, effectivement, le moindre dollar en plus, c'est énorme pour vous. Effectivement, hein, vous allez dans un pays africain où il y a des problèmes de famine, d'épidémie, de guerre, il n'y a pas accès à l'eau, il n'y a pas accès à une alimentation saine, évidemment que la croissance va être nécessaire là-bas. Évidemment que le niveau de vie actuel n'est pas suffisant et que si vous l'augmentez un peu, le niveau de bien-être va augmenter. Par contre, si vous prenez un pays comme la France, elle est plutôt sur le plateau. Et elle a dépassé le point d'inflexion depuis longtemps. C'est-à-dire que là, on se dit pour un pays comme la France, on pourrait se décaler vers la gauche en termes de PIB par habitant, pas sûr que ça diminue tant que ça le bien-être. Voilà, c'est pas... Donc il faut avoir cette courbe logarithmique en tête. Et puis, une autre façon d'aborder le problème, c'est de se dire, c'est quoi en fait les déterminants du bonheur? Qu'est-ce qui fait qu'on est bien, ou qu'on est heureux ou malheureux? Donc ça, pareil, il y a des enquêtes qui ont été faites. Donc au niveau mondial, le PIB par habitant, on le retrouve à une importance significative. Au niveau mondial, vous avez tous les pays, y compris les plus pauvres. Par contre, on voit que ce qui est en tête, c'est les liens sociaux. Voilà, c'est votre vie familiale, amicale, sentimentale, etc. C'est les liens sociaux qui contribuent en premier à votre bonheur. Bon, ça n'a pas de raison de baisser si le PIB par habitant diminue. Et ça aurait même plutôt de bonnes raisons d'augmenter, parce que si on dit je diminue le PIB, et pour maintenir l'emploi, je diminue le temps de travail, ça veut dire que forcément j'augmente le temps libre, et donc j'augmente le temps qu'on a à consacrer à notre vie sociale, qui est le premier facteur de bonheur. Donc, finalement, c'est même possible que le bonheur augmente. Là, on est en train de se dire, c'est peut-être même pas qu'une question écologique, c'est peut-être en fait socialement souhaitable d'avoir comme ça une forme de décroissance. Donc là, moi, je vous incite à vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez beaucoup plus de temps libre? Voilà, moi, personnellement, il y a plein d'amis que je vois pas assez, plein de gens de ma famille que je vois pas assez, une étagère de bouquins en retard, j'aimerais faire plus de sport, plus de musique, plus de tout. Bon, voilà. Alors, peut-être que tout le monde ne le voit pas comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient contents d'avoir plus de temps libre. Donc, finalement, pour conclure sur ces derniers degrés de liberté, là, sur la décroissance, diminuer le PIB, ce n'est pas quelque chose qui est inenvisageable si on l'aménage comme il faut. Alors déjà, c'est valable pour les pays riches, ce que j'ai dit, pas pour les pays pauvres. Et dans les pays riches, il faut baisser le temps de travail en conséquence pour préserver l'emploi, il faut réduire les inégalités pour préserver les plus pauvres, et il faut augmenter le temps libre pour préserver le bien-être. Et ça, on ne peut pas le faire autant qu'on veut. Avec une division par 2, ça passe peut-être à peu près, ça ne passe pas avec des réductions plus importantes. Donc, là, j'ai terminé mon tour d'horizon des 4 leviers de l'équation de Kaya. Les 2 leviers techniques et les 2 leviers non techniques, donc la démographie
et le niveau de vie par habitant. Et je vais terminer par, quelques considérations un peu plus rapides pour se dire quel est le bon niveau d'action. Donc là, c'est quelque chose qui est orthogonal avec l'histoire des 4 leviers. Hein. C'est de se dire, pour chacun des 4 leviers, quel est le bon niveau d'action pour s'engager? Est-ce que c'est au niveau individuel? Est-ce que c'est au niveau national, donc politique, gouvernemental? Est-ce que c'est au niveau mondial? On pourrait imaginer d'autres niveaux, local, européen, etc. Mais restons là-dessus. Bon, là, je vais aller assez vite. Hein. Mais premier truc, alors j'ai mis une photo de colibri, parce que souvent on dit c'est les petits colibris, c'est la démarche des petits colibris, de dire si chacun fait sa part, il suffit que tout le monde s'y mette et ça va le faire. Donc ça, effectivement, il y a une part de vérité. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout le monde mange moins de viande, si tout le monde prend moins l'avion, moi je suis un ingénieur en aéronautique qui prend très très peu l'avion, quasiment pas, voilà. Mais effectivement, là, ça peut amener à des réductions significatives de l'empreinte carbone individuelle. Est-ce que ça suffit? Il y a une étude qui a été faite qui montre que si tout le monde s'y met à fond, dans des proportions réalistes, mais on va dire très très optimistes, donc une grande partie des gens deviennent végétariens, prennent plus l'avion, se convertissent à la voiture électrique, etc., vous avez fait à peu près un quart du boulot. D'accord? Pour atteindre les objectifs climatiques. Donc avec une abnégation énorme de la population, vous avez atteint un quart de l'objectif. Les 3 quarts restants, c'est des sujets tellement structurants, tellement structurels, que c'est qu'au niveau systémique qu'on peut les adresser. Et ça se comprend bien, hein, c'est-à-dire que décarboner un réseau électrique, modifier les réseaux de transport, bon, ce n'est pas des choses qui dépendent de l'action individuelle. Là, c'est un changement systémique, un changement de cadre. Et il y a un autre aspect qui limite au niveau individuel. Même si les actions individuelles permettaient de faire 100% du boulot, on est dans une configuration un peu dilemme du prisonnier, pour ceux qui connaissent. Donc là, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, moi, si je me contrains à faire quelque chose, à avoir un mode de vie très écologique, c'est énormément de contraintes pour moi, mais si je suis le seul à m'y mettre, ça ne change rien, en fait. Mon impact individuel est complètement négligeable au niveau mondial ou même national. Et à l'inverse, si moi je fais rien, mais que tous les autres autour s'y mettent, moi je ne me serais pas embêté, et puis finalement, les objectifs climatiques seront quand même atteints. Donc finalement, il est assez rationnel, en fait. Alors je ne dis pas que c'est moral, mais en tout cas c'est rationnel de se dire je fais rien. Et vu que tout le monde se dit ça, personne ne fait rien. Ou disons une minorité de gens très engagés le font. Alors minorité qui est de moins en moins petite, heureusement, hein, parce que le sujet prend de l'ampleur, année après année. Mais voilà, il y a quand même cette limitation-là. Et elle est vraie entre les individus, elle est vraie entre les entreprises. Une entreprise qui se dit, bon allez, moi je vais me mettre des contraintes écologiques, je vais me forcer à ne plus utiliser de fossiles, je vais me forcer à utiliser des procédés plus propres, ça va me coûter plus cher, ça va me prendre plus de temps, mais allez, j'y vais, et ça va un peu me dégrader ma rentabilité, mais j'y vais. Une entreprise seule, alors déjà, il faut que les dirigeants et les actionnaires acceptent ça, ce n'est pas dans leur intérêt, mais même s'ils se disent, allez, on est vertueux, on le fait, le problème c'est qu'il y a la concurrence avec toutes les autres entreprises. Et si les autres entreprises ne le font pas, du coup, l'entreprise vertueuse se retrouve désavantagée. Et vous avez une espèce de sélection adverse, et au final, celles qui s'en sortent le mieux sont les entreprises les moins vertueuses. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que l'action individuelle, que ce soit au niveau des individus ou des entreprises, il en faut, mais ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Il y a l'extrême inverse après, qui consiste à dire, de toute façon, on a un problème global, le réchauffement climatique, et donc la solution, elle doit être globale aussi. Une forme de logique. Alors pareil, là je vais vite, hein, c'est des vastes sujets, je vais vite, mais le problème qu'on a là-dessus, et c'est pas un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement planétaire qui existe. Enfin, quelle est l'institution qui concrètement mettrait en place des mesures mondiales, mettrait en place une politique climatique mondiale? Ce qui se rapproche le plus d'un gouvernement planétaire ou d'une assemblée planétaire, c'est l'ONU, mais elle n'a pas de pouvoir réel. On le voit dans plein de crises géopolitiques. L'ONU a beaucoup condamné, ça a lieu quand même. Après, il y a les accords climatiques, les accords de Paris, les COP, mais ça, c'est non contraignant. Et on voit bien que ça fait un petit bout de temps qu'il y en a, ça ne change pas grand-chose. Beaucoup de pays ne les respectent pas, je l'ai dit au début. Les engagements ne sont pas à la hauteur, ne sont souvent pas tenus. Et donc au final, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est bien que ça existe, mais ça ne suffit pas. Et après, vous avez des institutions internationales aussi qui ont un impact sur l'écologie, mais un impact négatif. L'Organisation mondiale du commerce,
elle va promouvoir le libre-échange. Bah, si on se dit qu'il faut mieux relocaliser les productions pour être plus écologique, là, ça va clairement en sens inverse. Le Fonds monétaire international, pareil, lui, il va plutôt avoir tendance à dire aux États, notamment aux pays les plus pauvres, faites attention à vos investissements publics, équilibrez vos comptes. Et donc, bah, si le pays avait prévu de revoir son réseau de transport d'électricité, il ne va pas forcément pouvoir le faire. Il ne priorise pas du tout l'impératif climatique, par exemple, le FMI. Donc là, c'est des institutions qui, pour le coup, sont contraignantes, parce que ça va être de dire équilibrez vos comptes publics, sinon vous n'êtes pas financièrement. Donc là, elles ont pour le coup un pouvoir de contrainte bien plus élevé que les COP, par exemple, mais elles vont dans le mauvais sens. Donc on va se dire, bah, c'est une question du coup de volonté politique au niveau national. Si le niveau individuel ne suffit pas et que le niveau mondial est trop lent ou trop compliqué ou pas contraignant, bah, du coup c'est une question de volonté politique au niveau national. Et effectivement, la puissance publique, elle a un certain nombre de degrés qui là permettent d'aller bien plus loin que ce que peut faire un individu ou une entreprise seule. Elle peut interdire des choses. Elle peut dire les SUV, c'est terminé. Les centrales à charbon, c'est terminé. À partir de telle date, on arrête. Le plastique, c'est terminé. Un cran en dessous, elle peut taxer. Elle peut dire c'est autorisé, par contre ça coûte plus cher. Taxe carbone, etc. Donc là, ça va désinciter les gens à faire ça. Dans l'autre sens, elle peut subventionner des choses. Elle le fait d'ailleurs. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont subventionnées. Les véhicules électriques sont subventionnés. Et on pourrait dire qu'il faudrait aller plus loin. Parce que là, ça ne se développe pas assez vite, donc il faudrait aller plus loin. Au-delà de cette subvention à des investissements privés ou à de la consommation privée, on peut dire que le public peut même lui-même faire l'action, lui-même investir. Par exemple, construire un parc nucléaire, bah là on sent bien que ça va plutôt être du périmètre de l'État, des investissements de très long terme qui mettent longtemps à être rentables. Ce n'est pas forcément très intéressant pour le privé. Donc ça, là, il faudrait que le public le fasse directement. Le public il peut aussi prendre la main directement sur des pans de l'activité productive. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire sur toute l'activité productive, mais par exemple la SNCF ou EDF, avant c'était des monopoles publics, les transports ou l'électricité étaient intégralement publics. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a introduit de la concurrence, du marché, etc. On voit en ce moment, avec la crise du marché de l'électricité et de l'énergie, que ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc voilà, les nationalisations dans des secteurs ponctuels, ça peut être aussi un moyen d'action. Et puis, dernier moyen d'action de la puissance publique, de l'État, c'est la recherche. Donc soit carrément par la recherche publique, soit en subventionnant de la recherche privée. Nous, dans l'aéronautique, par exemple, il y a la Direction générale de l'aviation civile qui subventionne beaucoup de recherches, et notamment des recherches de décarbonation. Voilà, que les entreprises ne feraient pas forcément d'elles-mêmes si elles n'étaient pas incitées par ce moyen-là, par l'État. Donc, quand vous avez la main sur les pouvoirs publics, vous pouvez faire beaucoup de choses, très vite, très fort, beaucoup plus qu'un individu seul ou une entreprise seule. Pour autant, il y a des limites. Alors, j'ai mis limite avec un point d'interrogation, je vous expliquerai après pourquoi, mais il y a des limites qui sont cette intervention publique, ça coûte de l'argent, subventionner ou faire des investissements publics, ça coûte de l'argent. Donc là, il y a un sujet qui va être la dette publique. Pour certains, c'est un problème, pour d'autres, non. Vaste débat, donc je ne rentre pas là-dedans dans le détail, mais il y a ce sujet-là. Quid de la mondialisation? Est-ce qu'un pays seul peut faire ce qu'il veut, ou est-ce que le cadre international ne va pas le contraindre dans ses actions? Et il y a la question européenne. Est-ce qu'un pays peut faire des choses si les textes européens ne vont pas dans le même sens? Donc ça, c'est des limites. Pourquoi j'ai mis un point d'interrogation? Parce que ces limites ne sont pas de même nature que les limites climatiques, géologiques, dont j'ai parlé juste avant. Là, c'est des limites sociétales et politiques. Donc c'est des limites qui peuvent être transgressées si on fait des choix de politique différents des choix politiques actuels. On ne peut pas négocier avec le pic pétrolier ou avec le réchauffement climatique. Par contre, sur la façon dont fonctionne la mondialisation, l'Union européenne ou le financement de la dette publique, on peut changer les règles du jeu. Donc ce n'est pas des limites de même nature, mais si on joue dans le cadre des règles actuelles, on a ces limites-là. Ces règles, par contre, sont modifiables. Et donc ça m'amène au tout dernier point de mon intervention, qui est de se dire, justement, si on dit que finalement le niveau d'action qui permet d'aller le plus vite et le plus fort, c'est le niveau national, mais que le niveau national aujourd'hui est très contraint par ce que je viens de citer, est-ce qu'il ne faut pas aller sur un changement de système? Le système politique et économique. Donc là, je vais faire que lister un certain nombre de constats et de questions. Je ne vais pas vous donner mon avis, vous le trouverez dans mes livres si vous les lisez, mais pour dire qu'il y a un certain nombre de choses qui vont poser problème dans le fonctionnement du système actuel. Si vous prenez tous les leviers d'action publique que j'ai listés, ils sont à peu près tous en opposition avec la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. J'ai dit qu'il faudrait que l'État intervienne en taxant, en subventionnant, en interdisant. Aujourd'hui, l'idéologie qui prédomine, c'est ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui dit qu'il faut mieux
laisser faire la concurrence et que l'État intervienne le moins possible. Bon, ça ne va pas vraiment dans le même sens. Pareil pour les investissements publics. La doctrine actuelle, c'est plutôt de dire attention, les 3% de déficit, il ne faut pas trop investir, il faut faire attention, il y a la dette, etc. Pareil, ça ne va pas vraiment dans le même sens. On pourrait se dire, comme il y a eu un quoi qu'il en coûte au moment du Covid, il faudrait un quoi qu'il en coûte climatique, on ne compte pas, c'est tellement important qu'on y va. Voilà, pareil, les nationalisations, c'est pas trop dans l'air du temps, on est plutôt sur de la privatisation ou de la libéralisation. Et puis pareil, je ne l'ai pas dit, mais toutes ces activités de transition écologique, elles demandent à être planifiées, à être pensées. Là, j'ai mis une image du PTEF, le plan de transformation de l'économie française, qui a été rédigé par le Shift Project. Planifier, ce n'est pas la même chose que ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on est plutôt dans le libre marché de dire on laisse les gens faire spontanément, on laisse les entreprises faire spontanément, mais ça je l'ai dit au début, cette initiative individuelle elle est intrinsèquement limitée, parce qu'on a du dilemme du prisonnier et parce que tout n'est pas accessible par de la simple action individuelle ou entrepreneuriale. Donc déjà aujourd'hui on sent bien que ça coincerait. Il y aurait une incompatibilité aussi, je l'ai déjà un peu évoqué, avec la mondialisation. C'est-à-dire, si vous commencez à dire, moi je contrains mon secteur privé au niveau national, je vais lui interdire des trucs, je vais taxer d'autres trucs. Si les autres pays ne font pas la même chose, là on va se dire, les entreprises vont partir, ou elles vont rester, mais du coup elles vont être désavantagées dans la concurrence internationale. Et là, un moyen qu'il y aurait de résoudre ça, ça serait de dire, on met des barrières douanières, ou on régule les flux de capitaux à l'international, mais là, on rentre dans quelque chose qui est complètement incompatible avec la mondialisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est des questions politiques de dire qu'est-ce qu'on privilégie, mais en l'état, actuellement, c'est incompatible. Et il y a la même chose avec l'Union européenne, c'est-à-dire que financer des investissements publics massifs, il n'y a pas 50 manières de le faire. Si vous allez voir les marchés financiers, ils vont vous dire attention, une politique trop dépensière, on n'aime pas trop, donc on augmente les taux d'intérêt ou voire on ne vous prête plus du tout. Dans l'absolu, ce ne serait pas la seule solution. Aujourd'hui, les États ne peuvent se financer qu'auprès des marchés financiers. Mais dans l'absolu, il y a aussi un financement possible auprès de la Banque centrale. Mais ça, c'est interdit par les traités européens. C'était fait avant, c'est fait encore dans d'autres pays, mais c'est interdit dans les traités européens. Vous pouvez dire on va taxer les privilégiés, on va taxer les plus riches. Mais le problème, c'est que là, s'ils veulent fuir, on ne peut pas mettre en place un contrôle des capitaux pour limiter les flux à l'international, parce que c'est interdit par les traités européens. Et pareil, si on veut relocaliser en disant on met des barrières douanières pour essayer de favoriser la production nationale, par exemple, ça c'est aussi interdit par les traités européens. De même que si on voulait revenir à des monopoles publics du rail et de l'énergie, ce serait aussi interdit. Donc il y a aussi incompatibilité en l'état, entre la transition écologique telle qu'on pourrait l'imaginer au niveau d'un pays et les règles de l'Union européenne. Donc ça c'est pareil, c'est pas un petit sujet. Et l'incompatibilité, elle est encore plus importante si on va sur de la décroissance. Alors là, on touche vraiment Là, on est vraiment dans le dur parce que si on fait de la décroissance, on dit on va baisser le PIB. Mais j'ai dit on essaye de faire de la décroissance socialement soutenable, c'est-à-dire qu'en plus on redistribue les richesses. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les profits des grandes entreprises ou les revenus des plus riches, ils seraient doublement contraints parce que la taille totale du gâteau diminue et en plus la part qui est allouée aux plus riches diminue encore plus. Et donc, faire passer ça auprès du MEDEF, par exemple, c'est quelque chose qui risque d'être compliqué. C'est-à-dire que déjà des mesures qui risqueraient de toucher à la croissance, ce n'est pas forcément très positif. Là, on ne parle pas de toucher à la croissance, on parle de diviser le PIB par 2. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'en l'état actuel, avec un système capitaliste où les entreprises appartiennent à des propriétaires privés, etc., ça paraît factuellement difficilement compatible. Ça veut dire qu'il y a une réflexion à avoir aussi là-dessus. Et donc, sur toutes ces incompatibilités que j'ai listées, à chaque fois, c'est un vaste débat politique qu'il ne s'agit pas d'avoir ici, mais c'est des questions qu'il faut se poser. À chaque fois, quand c'est incompatible, on se dit est-ce qu'on pourrait... Par exemple, on dit le néolibéralisme et la transition écologique, c'est incompatible. Alors moi je dis ça, après on peut contester ce constat que je fais, mais si on est d'accord sur ce constat, les deux branches de l'alternative seraient de dire est-ce que le néolibéralisme il est réformable d'une manière qui permet la transition écologique, ou est-ce qu'il n'est pas réformable et qu'il faut carrément opter pour autre chose? Et vous allez avoir la même chose à chaque fois. La mondialisation, est-ce que la bonne solution c'est d'aller promouvoir une autre mondialisation? Mais à ce moment-là, ça se fait dans quelle structure? Parce qu'on a dit qu'au niveau mondial, c'est très lent de faire bouger les choses. Ou alors, est-ce qu'il faut se protéger de la mondialisation? Pas forcément complètement, mais une dose de protection. Mais ça, pareil, ça pose des questions pas simples non plus. Et puis vous avez la même chose avec l'Europe. Est-ce qu'il faut la réformer?
mais c'est très long, c'est très compliqué. Il faut l'unanimité des États membres pour qui soient d'accord pour changer les traités, par exemple. Est-ce qu'on en sort? Auquel cas, ça pose aussi d'autres questions. Et puis pareil pour le capitalisme. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre capitalisme, mais qui soit compatible avec le fait qu'on fait fortement décroître l'activité économique? Est-ce que c'est possible dans le principe? Et si ce n'est pas possible, comment on sort du capitalisme, sachant qu'il s'agit évidemment... Enfin, les autres modèles qui viennent en tête, c'est l'URSS, il ne s'agit évidemment pas de promouvoir ça. Donc du coup, ça serait quoi le troisième système qui existerait, ou qu'on pourrait imaginer, et qui serait ni l'un ni l'autre? Qui serait non capitaliste, mais démocratique pour autant. Voilà, donc c'est des questions, c'est des très très vastes questions, et là, vous voyez, on n'est plus du tout sur de la science ou de la technique, chacun peut avoir son avis, moi j'ai le mien, si vous avez des questions, je vous le donnerai, mais voilà, ces questions-là, elles sont fondamentales, et elles vont bien au-delà de la technique. Et je vous ai mis quelques pistes de gens qui ont réfléchi à tous ces sujets-là, voilà, des groupes d'économistes ou d'auteurs qui ont réfléchi sur, voilà, soit sur l'Europe, sur la mondialisation, sur des alternatives au capitalisme qui soient démocratiques, qui ont réfléchi sur la façon de mettre concrètement en place une décroissance, et puis de rompre avec le néolibéralisme. Voilà, tout ce que j'ai cité avant, il y a plein de gens qui ont réfléchi à ça. Je me suis limité aux auteurs français contemporains que je connais à peu près, il y en a plein d'autres dans l'absolu. Mais voilà, il y a plein de gens qui réfléchissent à ça, mais chacun de ces sujets, c'est un débat en tant que tel. Donc je ne vais pas en dire plus. Et donc, ça m'amène à ma conclusion. Donc, les grands messages que j'aimerais avoir fait passer, c'est déjà, que la crise écologique, elle est multiple. On a des problèmes de pollution, on a des problèmes de déplétion. On n'a pas que la crise climatique, même si c'est le sujet numéro 1. Les énergies fossiles, elles sont au cœur de cette crise, parce que réchauffement climatique et parce que pic pétrolier, épuisement des ressources fossiles, la double contrainte carbone. Pour sortir de ces énergies fossiles, 4 leviers décrits par l'équation de Kaya. On peut utiliser moins d'énergie carbonée, on peut utiliser moins d'énergie tout court, par l'intensité énergétique, on peut baisser le revenu par habitant, on peut diminuer la population. C'est 4 choses qui sont logiquement possibles. Après, chacun préférera insister sur l'un ou l'autre en fonction de sa sensibilité. Il faut quand même se dire que les 2 leviers techniques, décarbonation et efficacité énergétique, ils sont de toute façon pertinents. Donc les ingénieurs ont de toute façon un boulot énorme à faire. Ils ont aussi des limites intrinsèques, dont il faut être conscient. Le levier démographique, ce n'est pas un tabou, mais moi je le laisserai de côté parce qu'il est assez lent et assez injuste. Donc pour moi, ce n'est pas ce qu'il faut prioriser. La décroissance, moi je pense qu'elle est nécessaire, dans le sens où le découplage uniquement par de la technique, je ne le crois pas possible, je le crois très improbable. Et comme on n'a qu'une planète, moi je ne tenterai pas le coup. Par contre, la décroissance ne suffit pas, parce qu'on voit bien que si on veut que ça se passe bien en termes d'emploi, en termes de pauvreté, en termes de bien-être, on est obligé de faire des accommodements sociaux qui sont tenables avec une décroissance d'un facteur 2, mais sûrement pas avec un facteur 4 ou 10. Or, c'est ce qu'il faut faire en termes de réduction des émissions de CO2. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément que les leviers techniques jouent à plein pour compléter le boulot. Et en termes de niveau d'action, l'action individuelle, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, il faut que chacun s'implique. Par contre, elle est non suffisante. Elle permet de faire qu'un quart du boulot et on est bloqué par des dilemmes du prisonnier qui font que ce n'est pas généralisable facilement. L'action globale, il faut la mener aussi. Les COP, ça va dans le bon sens, mais c'est trop lent et ce n'est pas contraignant, ou très peu contraignant. Et donc, il faut une politique volontariste au niveau de chaque pays et en coopération internationale entre les pays qui se lanceraient là-dedans, bien sûr. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de replié sur soi, au contraire. Il s'agit d'aider les autres pays qui se lanceraient là-dedans aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est un point très important. Mais par contre, aujourd'hui, il y a des gros limites systémiques aux possibilités d'action gouvernementale, publique, nationale, et donc ça veut dire un changement systémique conséquent. Et ça, il faut en être conscient. Et ça, c'est une forme de pari. C'est-à-dire que je peux me moquer des paris techniques en disant la technique ne nous sauvera pas, il faut de la décroissance, etc. Mais là, faire le pari qu'on pourrait, par exemple, changer de système totalement, c'est aussi un pari. C'est aussi un pari politique. De se dire que ça serait faisable et que le nouveau système serait mieux que l'ancien. Mieux au niveau écologique et pas pire au niveau démocratique, voire mieux au niveau démocratique et social. C'est aussi un pari. Mais dites-vous bien que l'absence de changement de système est aussi un pari.
l'absence de changement de système, puisqu'on est sur un système dans lequel le statu quo nous conduit dans le mur. Je l'ai dit, hein, l'inaction climatique, ça nous conduirait à 4-5 degrés de réchauffement et à un épuisement à court terme des ressources fossiles. Donc l'absence de changement, c'est ça. Donc il y a différents paris qui se font face, et chacun optera pour l'un ou l'autre en fonction de sa sensibilité. Et là-dedans, mon dernier message, ce sera que, je ne l'ai pas écrit, mais mon dernier message, ce sera que la modération n'est pas forcément synonyme de réalisme. Souvent, il y a un peu cet amalgame-là qui est fait de dire les gens modérés seraient des gens raisonnables, les gens radicaux seraient des gens utopistes et déraisonnables. Je pense que c'est un raisonnement qui est vrai quand tout va bien. Donc effectivement, quand les choses vont bien, celui qui arrive et qui dit bah, « moi, je vais tout casser bah, », c'est risqué, tout allait bien, donc non, attention. Par contre, quand ça va mal et qu'on va droit dans le mur, celui qui dit « il ne faut pas changer grand-chose bah, », pour moi, c'est lui qui n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'un chirurgien qui voit arriver quelqu'un avec 3 balles dans le ventre et qui dit bon, « je vais lui donner une aspirine et ça va bien se passer », c'est pas quelque chose de très réaliste. Par contre, c'est sûr, celui qui veut faire une opération à cœur ouvert sur celui qui a un rhume, c'est pas réaliste non plus. Donc tout dépend de la situation. Et pour moi, vu qu'on est face à un problème radicalement grave, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de promouvoir des solutions radicales. Ce qui ne veut pas dire que toute solution radicale est bonne. Il y a des solutions radicales qui pourraient empirer largement la situation. Mais je pense qu'il faut quelque part se dire que la réponse doit être proportionnée au problème. Et si on a un problème radicalement grave, il n'est pas déraisonnable d'aller chercher des solutions radicales, donc nouvelles et ambitieuses. C'est quelque chose qui me paraît assez rationnel en fait. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Du coup, maintenant, on va passer à un petit tour de questions. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très clair et très passionnant. Une question par rapport, donc, admettons qu'on a changé de système, on a établi un système, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on va. Maintenant, la question c'est plutôt le comment. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la manière démocratique, c'est la manière la plus souhaitable pour le bien commun, mais elle est assez lente. On voit bien, par exemple, déjà pour des mesures simples en France, on a du mal à les faire valider, notamment la réduction de la vitesse sur les autoroutes. Mais inversement, des mesures coercitives, on voit bien en Chine à l'inverse, ça crée, ou en Iran, que ce soit pour le bien ou le mal, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Donc vous, à votre avis, quelle serait la bonne démarche pour appliquer un système limitant au maximum les effets secondaires? C'est une bonne question. Alors, je pense que ça doit être le plus démocratique possible, mais que l'effort doit être le mieux partagé possible. Prenez par exemple les gilets jaunes, ça part d'une augmentation minime de taxes. On se dit, si rien que ça déclenche ce type de révolte, c'est mort. Mais en fait, il faut regarder, la taxe en question, ce n'était pas vraiment une taxe écologique, c'est quelque chose qui venait compenser la suppression de l'impôt sur la fortune. Et donc ça, évidemment que ça a été très mal vécu. Maintenant, si on est sur quelque chose où on dit bah, c'est les plus riches, c'est les plus grandes entreprises qui vont le plus contribuer en proportion de leurs moyens, bah là, effectivement, personne des classes moyennes ou des classes populaires, quand ça va arriver à elle, quand la contrainte va arriver à elle, elle va déjà le vivre d'une manière beaucoup plus juste en disant ok, c'est collectif, chacun contribue à hauteur de ses moyens, donc ça va, c'est un peu plus supportable. Ça, c'est l'aspect social, et il y a l'aspect, je pense, institutionnel, qui est qu'aujourd'hui, il y a une défiance totale du politique qui, selon moi, est assez justifiée, parce qu'on est dans des institutions où, globalement, les représentants nous représentent assez peu et assez mal. Alors, évidemment, on est en démocratie, on est en république, il ne s'agit pas de dire l'inverse, ça pourrait être bien pire, ça a été bien pire dans l'histoire et c'est bien pire dans d'autres pays, mais pour autant, est-ce qu'on a vraiment la maîtrise collective, consciente de notre destin collectif? Je ne suis pas sûr. Donc je pense qu'il y a un vrai changement à faire au niveau des institutions. Ça, j'en parle, pas dans mon dernier bouquin, mais dans des bouquins précédents. Changement de système, ce n'est pas uniquement au niveau économique, c'est au niveau institutionnel aussi. Et donc, c'est typiquement d'aller se poser des questions sur la proportionnelle, sur le RIC, sur le tirage au sort, sur les mandats impératifs, sur plein de choses comme ça, qui pourraient rendre le système plus démocratique et donc que les actions qui sont prises en haut soient perçues comme beaucoup plus légitimes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que les élus ne nous représentent pas, et donc tout ce qui vient d'en haut est très mal perçu. Si tout ce qui vient d'en haut est perçu comme légitime, parce que réellement démocratique, là, ça sera beaucoup plus facilement applicable. Moi, je suis assez persuadé de ça. Et je pense qu'il faut avoir confiance en cette démocratisation. Un bon exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat. Vous tirez au sort 150 citoyens,
vous les formez avec les meilleurs experts, ils délibèrent entre eux, et à l'arrivée, il sort quelque chose de plus pertinent que ce qu'ont fait les derniers gouvernements sur les 40 ans qui viennent de s'écouler. Donc moi, je suis pour... Alors le problème, c'est que ça n'a pas été mis en œuvre, parce que cette convention citoyenne n'avait pas de pouvoir réel, dans le sens où à la fin, l'exécutif pouvait dire oui ou non. Maintenant, imaginons des assemblées comme ça qui ont un pouvoir réel. Moi, je pense que c'est quelque chose qui irait dans le bon sens. Voilà, donc il y a un volet social, il faut que les forces soient réparties, et un volet institutionnel, il faut que les décisions venant d'en haut soient perçues comme légitimes. Bonjour, d'abord merci pour votre présence ici. Et moi je voulais poser une question, c'est par rapport à l'éducation, parce que c'est un des leviers très puissants, en tout cas pour essayer de faire changer les choses, c'est l'éducation de la jeunesse. Et d'abord, spécifiquement, si vous avez peut-être un retour, je ne sais pas si vous avez eu ce recul ou cette réflexion sur votre formation centrale. Déjà, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la formation et au message que transmet Centrale sur cette situation climatique? Déjà, à votre époque, même si ça commence à faire, excusez-moi, et peut-être... ça fait un bout de temps, on est d'accord. Cette réflexion-là, peut-être au niveau plus national ou à une plus grande échelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau éducatif pour peut-être essayer de mobiliser plus les gens et sensibiliser la jeunesse à ce problème-là? Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Ouais, c'est une bonne question et c'est vrai que ça fait même le lien avec la question d'avant. C'est que j'ai dit il y a le levier social et institutionnel, mais il y a le levier éducatif. C'est que si les gens comprennent le problème, ils comprennent beaucoup plus pourquoi on les contraint pour trouver une solution au problème. C'est-à-dire que des gens qui sont forcément des gens qui seraient climato-sceptiques, évidemment, ils vivraient très très mal des mesures coercitives écologiques. Alors que les gens qui sont conscients de l'urgence, parce qu'ils ont été éduqués, parce qu'ils ont été formés, évidemment que ce serait beaucoup plus simple. Donc c'est clair que c'est un enjeu majeur. Après, c'est quelque chose qui est lent, parce que si vous réformez le système éducatif, la constante de temps, c'est une génération avant que ça ait des effets. Maintenant, il faut le faire, il ne faut pas non plus faire que ça. Il y a plein de moyens de se former en dehors. Il y a par exemple toutes les fresques du climat, etc. Il y a toutes les conférences, les vidéos de vulgarisation, que ce soit celle de Jean Covici, celle du Réveilleur, celle d'Osons Comprendre. Enfin, il y a un énorme travail de vulgarisation de très haut niveau maintenant qui existe sur le net. Après, dans les écoles d'ingé, ouais, il faut que ça soit au cœur de l'enseignement. Moi, j'avoue que effectivement, je ne suis pas pertinent parce que moi, j'étais en école maintenant il y a une douzaine d'années et je pense que ce qui s'y racontait alors doit être différent de ce qui s'y raconte maintenant. J'avoue aussi qu'à l'époque, on en parlait beaucoup moins. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, je pense, beaucoup moins que ça nous intéresse vous aujourd'hui, pour être honnête. Donc, sur le contenu des écoles d'ingé, je ne saurais pas dire, mais oui, il faut que ça soit au cœur du sujet. Les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques. Et au-delà de ça, parce que ce que j'ai essayé de montrer aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a un fort enjeu technique et scientifique, mais il n'y a pas que ça. Ces questions, elles sont aussi économiques, elles sont aussi politiques. Et en tant qu'ingé, évidemment, il faut être solide sur les bases scientifico-techniques, mais il faut aussi aller se poser des questions sur les enjeux politiques et sur les enjeux économiques, choses qui sont moins naturelles pour nous, qui ne sont pas directement dans notre périmètre, mais qui en fait sont aussi importantes. Donc voilà ce que je peux répondre. D'abord, merci pour ta présentation, c'était très clair et j'ai beaucoup aimé la partie, le fait de se poser des questions et d'essayer d'y apporter des réponses. Tu as dit que tu étais ingénieur aéronautique chez Safran depuis 10 ans. Je voulais savoir un peu ce que tu faisais. Est-ce que c'est des sujets que tu essayes de pousser? Comment c'est pris? Est-ce que depuis 10 ans tu vois un changement ou pas du tout? Voilà. Alors là, c'est une question compliquée, il ne faut pas que je me fâche avec mon employeur. Non, alors moi, ce que je fais, en 2 mots, alors ça n'a aucun rapport avec le sujet du jour. Moi, je travaille donc sur les réacteurs d'avion, civils et militaires, et je travaille en électronique embarquée, donc l'électronique embarquée sur les réacteurs. Et moi, je suis responsable de l'équipe qui gère la compatibilité électromagnétique de l'électronique embarquée. Donc, c'est de se dire si l'électronique passe devant un radar d'aéroport ou si l'avion se fait foudroyer, est-ce que ça continue à fonctionner? Ou pareil, est-ce que si on installe un autre équipement à proximité, ça ne va pas faire des interférences qui vont faire dysfonctionner ensemble? Voilà, moi, je travaille là-dessus, autant sur des programmes civils, donc les moteurs des A320, des Boeing 737, que sur des programmes militaires, donc par exemple le moteur du Rafale. Ça, c'est le métier que je fais donc, au quotidien. Moi, je le dissocie vraiment de mon engagement intellectuel et politique. Alors pour autant, il y a des liens. Là, on est en train de travailler sur la future génération de moteurs civils, dont le but est de consommer 20% de carburant de moins que la génération actuelle, qui elle-même consommait 20% de moins que la génération précédente. Dans la partie efficacité énergétique, le premier levier, il y a ça. Il faut qu'il y ait des ingénieurs qui y travaillent. Voilà, alors, je ne vais pas dire que je suis en première ligne là-dessus, parce qu'on est des milliers à faire un moteur, donc chacun a une part extrêmement faible là-dedans. Mais voilà, ça pour moi, c'est important. Mais
je retombe en plein dans mes messages de ce soir, c'est que moins 20% à chaque génération, une génération de moteurs, c'est à peu près 25 ans, dans la même durée, le trafic aérien a fait x2, x3, etc. Donc si vous ne couplez pas ça avec une forte décroissance du trafic aérien, on ne va pas y arriver. Voilà. Et moi, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, le secteur aérien n'a pas pris la mesure de l'effort qui était nécessaire. Je pense aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas aux entreprises elles-mêmes de s'auto-contraindre. Quelque part, c'est à l'État de leur fixer un cadre contraignant. Et donc, effectivement, Safran pourrait faire des choses de manière plus volontariste. Je ne dis pas qu'ils font rien, je pense qu'ils n'en font pas assez, mais c'est surtout à l'État de contraindre les grandes entreprises comme ça, les grandes industries comme ça, pour les obliger à se décarboner et pour les obliger à décroître. Évidemment que d'elle-même, une entreprise ne va pas avoir envie de décroître si ses concurrents continuent à croître, c'est évident. Donc il faut un cadre politique qui aille dans ce sens-là. Voilà. Mais sur l'aérien, sur la décarbonation de l'aérien, il y a un rapport super intéressant qui a été fait par Supaéro Décarbo. Donc c'est des élèves de Supaéro engagés dans la décarbonation de l'aviation, en lien avec le Shift Project. Et ils se sont posé les questions de dire à quel point le progrès technique peut nous sauver. Un peu ce que j'ai raconté ce soir, mais particularisé au domaine de l'aérien, en fait. Et de se dire, voilà, si on prend les hypothèses les plus optimistes, on a un avion à hydrogène qui est développé hyper vite, on a les biocarburants qui marchent bien et qui sont alloués presque essentiellement à l'aviation, etc. Est-ce que ça suffit pour décarboner l'aviation assez vite? La réponse est non. Même avec les hypothèses les plus optimistes, vous êtes obligé de diminuer la croissance du trafic aérien. Et si vous prenez des hypothèses un peu plus réalistes, qui seraient plutôt les hypothèses des gens qui sont dans le métier valideraient, et bien là, vous vous rendez compte qu'en fait, il faut même une diminution du trafic aérien pour que le compte y soit à l'arrivée, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut des ingénieurs qui travaillent là-dessus, mais je pense qu'il faut surtout un cadre politique contraignant. Voilà. On parle beaucoup de politique et moi j'ai l'impression que globalement, en ce moment, politiquement, au niveau national, ça va dans le mauvais sens. Dans plusieurs pays, on voit que, pour moi, on se dirige pas dans la bonne direction. Comment on peut expliquer cette tendance et comment on pourrait essayer de l'inverser? Alors, vaste question, je l'ai effleuré rapidement tout à l'heure. Moi, je fais le même constat, hein, c'est les politiques actuelles, comme les politiques précédentes et comme les politiques étrangères, ne vont pas dans le bon sens. Si je me limite au cas français, pour moi, j'ai donné des pistes de réponse. Hein, c'est que nos dirigeants actuels, donc c'est vrai sous Macron, mais c'était vrai aussi sous Hollande ou sous Sarkozy, même sous Chirac, et même sous Mitterrand, ils adhèrent à une idéologie qui est le néolibéralisme et qui considère globalement, je vais un peu caricaturer, mais que l'État c'est pas bien et le marché c'est bien, que le public c'est pas bien, que le privé c'est bien, que plus les entreprises sont libres de faire absolument ce qu'elles veulent, plus les consommateurs sont libres d'acheter ce qu'ils veulent, mieux c'est. Et plus l'État intervient, plus ça va fausser cette mécanique. Et ça, on sent bien que ça ne va pas aller de pair avec la transition écologique, qui précisément va passer par de la contrainte pour les entreprises et de dire non, ce que vous faites spontanément est polluant. Donc faites autre chose, on vous contraint à faire autre chose. Parce que de vous-même, vous n'allez pas le faire pour ne pas vous désavantager dans la concurrence. Et donc, pour moi, le point principal, c'est ça, c'est cette adhésion au néolibéralisme. Tant qu'on n'aura pas des exécutifs qui soit se mettront à laisser de côté cette idéologie, ou alors qui seront remplacés par d'autres exécutifs qui, eux, n'adhéreront pas à cette idéologie, je pense qu'on ne s'en sortira pas. Voilà, donc si vous voulez, ce n'est pas une impossibilité de l'action politique en général, c'est une impossibilité de l'action politique soumise à cette idéologie. Et des idéologies, il y en a eu d'autres dans l'histoire, ça va, ça vient. Par exemple, pendant les 30 Glorieuses, l'idéologie, c'était pas ça, c'était plutôt le keynésianisme. C'était un système capitaliste, hein, il y avait des entreprises privées, mais il y avait un fort secteur public et le secteur privé était fortement régulé. Les échanges internationaux existaient, évidemment, ils étaient même en expansion, mais ils étaient assez fortement régulés. Et là, typiquement, le politique avait un degré d'action beaucoup plus, un degré d'influence beaucoup plus important sur la sphère économique. Et donc des politiques interventionnistes étaient beaucoup plus pensables. Alors à l'époque, c'était utilisé pour la reconstruction du pays et pas du tout pour la transition écologique, hein, c'était très productiviste, donc il ne s'agirait pas du tout de refaire la même chose. Mais c'est pour dire qu'il a existé par le passé, et il existe encore dans d'autres pays d'ailleurs, des cadres institutionnels qui permettent bien plus des politiques interventionnistes dans le domaine économique. Donc moi je pense qu'il faut renouer avec ça si on veut avoir une chance d'aller suffisamment vite et suffisamment fort dans le bon sens. Du coup je vais enchaîner un peu sur ce que tu disais.
mais c'est peut-être aussi qu'on utilise les mauvais outils pour juger les choses. Justement, on en parlait aussi un peu quand tu parlais de PIB de bonheur. C'est que déjà, on utilise le PIB pour essayer de retranscrire l'économie, mais ça ne prend qu'une part de l'économie. Ça sert aussi l'État de pouvoir se baser sur le PIB, puisque c'est le reflet un peu de la croissance, et l'État se fait de l'argent grâce aux taxes sur la production, sur la consommation, donc sur la croissance. Et pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de changement, donc on n'aura que cette vision PIB, croissance, bonheur qui est en plus fausse. Comme on voit par exemple quand on voit la Nouvelle-Zélande, la Finlande, l'Écosse ou l'Islande, qui ont eux justement pris en compte d'autres indicateurs comme le bonheur, en plus du PIB, pour estimer leur croissance. Je pense que c'est aussi ça le bon moyen d'aller vers cette transition écologique soutenable. Oui, tout à fait. Alors, le PIB, c'est clairement un mauvais indicateur. Voilà, je renvoie à ce que raconte par exemple Timothée Parikh, qui est un économiste de la décroissance. Il explique bien que le PIB, c'était un indicateur du pouls de l'économie qui a été construit dans un contexte de grande dépression. On voulait se dire, on fait des mesures pour essayer de relancer l'activité, et est-ce que ça marche? Et il faut un indicateur pour voir si ça marche. Mais ça ne nous dit pas dans quel sens va l'économie. Ce n'est pas un indicateur qualitatif qui nous dit qu'on va dans le bon sens. Et même quantitativement, ça oublie plein de choses. Donc effectivement, on pourrait faire le procès du PIB. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est un très mauvais indicateur. C'est très intéressant effectivement de voir des pays comme la Nouvelle-Zélande qui ont plutôt un panel d'indicateurs sociaux, environnementaux et économiques. Mais voilà, une espèce de tableau de bord de se dire l'économie, c'est pas quelque chose d'unidimensionnel qu'on peut évaluer avec un nombre. Il faut aller regarder différents facteurs, un panneau d'indicateurs. Pour autant, si je voulais être un peu provocateur, je pourrais dire que le PIB, c'est un bon indicateur si on vise sa décroissance. Parce qu'en fait, vu que le PIB est très fortement lié à peu près toutes les nuisances écologiques, quelque part, faire baisser le PIB, c'est à peu près la meilleure garantie de faire baisser toutes les nuisances écologiques d'un coup. C'est-à-dire que c'est un peu ce que je disais, c'est qu'on va pouvoir découpler le PIB de telle pression environnementale, mais ça risque de le recoupler avec telle autre. Et quelque part, si vous baissez le PIB, je pense que c'est à peu près la seule manière de faire baisser toutes les pressions environnementales d'un coup. Au premier ordre, si vous divisez le PIB par 2, vous allez consommer 2 fois moins de fossiles, 2 fois moins de métaux, vous allez émettre 2 fois moins de gaz à effet de serre, vous allez tout faire 2 fois moins. Ça ne va sûrement pas être vrai exactement, tout ne va pas être une homothétie parfaite. Mais voilà, le meilleur moyen d'agir sur tous les fronts en même temps est de le faire tout de suite. Parce que contrairement à la technique qui met du temps à se déployer, la décroissance peut faire ça du jour au lendemain. Alors l'exemple extrême, c'est le Covid. Évidemment, il ne s'agit pas de refaire ça, mais Covid, du jour au lendemain, vous avez une moitié de la production en moins, organisée socialement. Il ne s'agit pas de refaire ça, mais c'est pour dire qu'on peut aller très très vite, très efficacement et jouer sur tous les aspects de la crise écologique en même temps. Et donc à ce titre-là, se baser sur l'indicateur PIB et dans le but de le faire diminuer, non pas de le faire augmenter comme on vise à le faire aujourd'hui, ça ne me paraît pas être une mauvaise idée. Par contre, ensuite en régime permanent, une fois qu'on a une économie plus écologique, effectivement, ce n'est pas cet indicateur-là qu'il faut regarder, c'est d'autres choses, c'est des indicateurs sociaux, démocratiques et écologiques. Voilà. Mais pour gérer la transition, pour gérer la décroissance, ça me paraît pas mal de vérifier que ce truc-là diminue. Il y a vu dans votre présentation que le levier majeur que c'est plutôt dans la politique, c'est plutôt à l'échelle de l'État. Mais du coup, on se place dans une configuration où en France, c'est quand même assez facile par rapport à d'autres pays d'avoir une politique plus écologique. Dans le sens où l'éveil écologique est quand même assez présent au sein de la population. Mais on représente que 1% des émissions de gaz à effet de serre à peu près à l'échelle mondiale. Et du coup, comment on ferait pour remédier à ça si on n'a pas de grandes instances internationales pour convaincre notamment d'autres grandes démocraties qui polluent beaucoup plus comme Australie, Canada, États-Unis Ouais, c'est une très bonne question. C'est un peu le cœur de l'affaire. C'est qu'à la fois le niveau national est le niveau qui me paraît être le plus simple pour agir vite et fort. Mais pour autant, si seul un pays s'y met, je suis d'accord que, surtout un pays comme la France, comme tu l'as dit, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, bon. Alors, moi j'ai plusieurs réponses à ça. C'est que la première réponse, c'est que ça c'est vrai du point de vue climat. Par contre, du point de vue dépendance aux énergies fossiles, même si on s'y met tout seul, on se sauve tout seul de cette dépendance et c'est déjà une bonne chose. Et là, limite, c'est un avantage sur les autres. Si les autres s'y sont pas mis et qui dépendent encore du fossile au moment où il n'y a plus de fossile, limite, c'est nous qui serons avantagés. Donc,
toujours garder en tête qu'il y a N problèmes de pollution et de déplétion, et que là, ce qu'on dit est vrai pour le climat, mais pas pour les problèmes de dépendance aux fossiles, par exemple. Et donc, vu qu'il y a cette double contrainte carbone, c'est de toute façon intéressant de s'y mettre, même si on est tout seul à s'y mettre, ne serait-ce que pour cette raison-là. Par contre, sur le climat, il est vrai que si on s'y met et que personne d'autre s'y met, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, ce sur quoi on peut miser, c'est un effet d'entraînement. On n'est pas n'importe quel pays, on est la 6e puissance économique du monde, la 2e puissance économique d'Europe. Donc on peut imaginer à une ère où la mondialisation, c'est aussi la mondialisation de l'information. Si un pays comme la France se lançait dans une politique radicale à ce niveau-là, on peut imaginer que ça ferait rapidement des émules. Et en fait, il suffit de regarder des changements assez radicaux. Il y en a eu dans les 2 siècles qui sont écoulés. Par exemple, on est passé d'une généralisation des monarchies absolues à une généralisation des républiques, démocraties. Ce n'est pas quelque chose où tout le monde s'est concerté au niveau mondial. Il y a des pays qui ont démarré, il y a eu des allers-retours d'ailleurs, c'était assez compliqué. Vous regardez l'histoire politique du 19e, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de régimes qui se succèdent, mais pour autant, là en plus, la France a joué un rôle moteur, pionnier dans ce domaine-là. Pareil avec l'abolition de l'esclavage, on pourrait dire ça ne va jamais être aboli parce que finalement, si je l'abolis, je me désavantage par rapport aux autres pays qui ne l'abolissent pas, etc. Au final, ça s'est fait et ça s'est généralisé. Donc moi, je crois beaucoup au fait qu'un pays comme la France pourrait être pionnier de par son image et impulser quelque chose qui viendrait à se généraliser. Mais là, évidemment, ça va être un rapport de force, ça ne va pas se faire spontanément. Et donc là, pour moi, il va falloir manier le bâton et la carotte, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir dire, les pays qui ne jouent pas le jeu, on s'en protège. Donc là, moi, je suis pour une dose de protectionnisme écologique, pas un protectionnisme nationaliste ou xénophobe ou que sais-je, mais protectionnisme écologique qui serait de dire, on se lance dans une transition écologique, ceux qui se lancent là-dedans aussi, bienvenue. Par contre, ceux qui ne se lancent pas là-dedans, on se permet de se protéger de vous parce que du coup, vous faites du dumping en fait. Donc ça serait un volet du truc. Et l'autre volet, ça serait de la coopération, de dire ceux qui se lancent là-dedans, mais qui n'ont pas toute l'expertise technique ou qui n'ont pas tous les moyens financiers, on va les aider. On va les aider autant que possible, faire de la coopération climatique et écologique. Et ça permet pas simplement de rayonner par notre image, mais d'aider concrètement les pays à nous rejoindre dans cette démarche. Et plus on sera nombreux à le faire, mieux ce sera. Mais évidemment, est-ce qu'on aurait un effet d'entraînement suffisant et est-ce que ça basculera au niveau mondial suffisamment vite? Ça, j'en sais rien. On peut rien faire d'autre que d'œuvrer à ça, mais évidemment, pas sûr que ça fonctionne. Merci pour votre présentation. La question concerne le mix énergétique. Donc, on comprend bien que du fait des contraintes physiques et géologiques, il va nécessairement y avoir une baisse de la production énergétique et l'augmentation de son coût. Donc, moins d'énergie fossile, moins de métaux, moins de matières premières en général. Du coup, la question, c'est à l'horizon 2100, est-ce qu'au final, la seule énergie qui fait partie du mix énergétique possible, ce serait finalement l'énergie véritablement renouvelable, à savoir le bois, puisqu'au final, même l'énergie renouvelable ou le nucléaire dépend de l'uranium et des métaux rares, ou des métaux, et ces derniers, horizon 2100-2150, il n'y en aura plus. Donc au final, est-ce qu'on serait, dans tous les cas, est-ce qu'on va pas vers une voie sans issue, même en allant vers le nucléaire et l'énergie renouvelable, dite renouvelable? Ouais, c'est une bonne question. Alors après, à long terme, la réponse n'est pas évidente. Moi, je raisonne vraiment dans l'urgence, qui est l'urgence climatique et l'urgence pic pétrolier. À long terme, c'est pas évident. Alors, le bois, c'est pas parfait non plus, parce que, si vous voulez, vous allez brûler en quelques secondes un arbre qui a mis 50 ans à pousser, le bilan carbone est négatif. C'est pour ça que toutes les histoires de compensation carbone, je prends un vol Air France, mais je plante 2 arbres, effectivement, ça marche pas. En fait, quand il faut raisonner en termes temporels, ça fonctionne pas. D'autant plus qu'il va falloir plutôt aller vers du reboisement pour essayer de recapter une partie des émissions qui sont excédentaires dans l'atmosphère. On peut globalement très peu réparer nos erreurs en matière de climat. C'est-à-dire le CO2 qui est dans l'atmosphère, il y est entre guillemets pour des siècles, voire pour des millénaires. Le reboisement permettrait d'en réabsorber une partie. Donc faire une économie qui serait massivement basée sur le fait de tout déboiser, quelque part, non. Voilà. Après, effectivement, si on imagine en régime permanent, il faudrait n'utiliser que du renouvelable, que dans la limite des flux d'énergie solaire et de vent disponibles, et que toutes les matières premières qu'on utilise soient intégralement recyclées. Alors, je ne vais pas parler du recyclage, mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement limité aussi. Donc effectivement, en régime permanent, c'est de miser un maximum là-dessus. Mais voilà, après, à très long terme, on peut avoir espoir qu'il y ait aussi des percées techniques. C'est-à-dire que, par exemple, le nucléaire, quand je parlais du fait qu'on avait 150 ans d'uranium, mais que ça allait être beaucoup moins si on le généralisait, ça, c'est avec les technologies actuelles. Donc c'est les réacteurs de 3e génération.
qui utilisent essentiellement de l'uranium-235. Maintenant, vous avez des réacteurs de 4e génération qui utilisent de l'uranium-238, qui est 100 fois plus abondant dans la croûte terrestre. Alors, pour l'instant, c'est des prototypes. Si ce truc-là se généralise, alors ça ne se généralisera pas avant des décennies, donc ça ne va pas nous sauver à court terme. Mais si ça se généralise, là, la contrainte de ressources, vous la faites tomber. Et si jamais un jour la fusion fonctionne, là, c'est encore autre chose. C'est absolument pas pour demain. Pour l'instant, on est sur de l'expérimental. Si la fusion fonctionne, là, potentiellement, vous avez aussi une source d'énergie beaucoup plus abondante. Donc à long terme, ce n'est pas évident à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ça arrivera trop tard par rapport à l'urgence climatique. Donc ça n'empêche pas qu'il faut absolument pas miser là-dessus. Voilà. Mais ça pourrait être des pistes qui émergeraient tôt ou tard et qui viendraient nous donner un peu plus de marge de manœuvre sur le long terme, on va dire. Voilà. Merci à tous pour vos questions et vos attentions. Et merci beaucoup Clément pour ta venue et ta conférence. Et merci à la CAPAS aussi. Encore un grand merci à toi, encore un grand merci à vous et puis à vous tous d'avoir eu le courage de venir à une conférence après les cours, à la place des cours, à la place de l'absence de cours, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir été là.